j'ai créé cette entreprise parce qu'être entrepreneur, il y a deux cas de figure. C'est parce que la naïveté, c'est aussi une posture, c'est aussi une forme d'ouverture, c'est aussi une forme d'acceptation de ce qui t'arrive, sans que tu comprennes très bien pourquoi. Est-ce qu'il est possible qu'une machine résolve des problèmes, fasse quelque chose qui normalement requiert de l'intelligence humaine? Et donc l'enjeu pour moi est aussi un enjeu d'éducation. Si on veut faire quelque chose de bien pour la planète, on commence par l'éducation et on commence par apprendre à nos enfants à faire le tri. Et là, on revient sur l'intelligence artificielle. Si je suis ultra direct et simpliste, que si une machine peut le faire, c'est pas digne d'un humain. Ce qui est digne d'un humain, c'est ce qu'une machine ne pourra pas faire. Tu vois, je pense immédiatement à une notion de confiance quand tu parles d'upgrade. C'est que, est-ce que les gens, tu crois, ont suffisamment confiance en eux pour se dire qu'ils sont capables? Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Je suis hyper content de recevoir aujourd'hui Alexandre Pachowski, qui est docteur en informatique, spécialisé en intelligence artificielle, cofondateur de Talentsoft. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le management et la transformation du travail, dont unique que j'ai pas encore lu, qui est sorti en 2018, si je ne me trompe pas. C'est un gros amoureux de cinéma, de science-fiction et c'est ça qui a justement inspiré, le à mon avis, ce bouquin Génération IA. On va, rentrer dans le détail, mais avant, Alex, je te propose de te présenter, succinctement. Donc, salut Guy et merci beaucoup pour ton invitation. Donc moi je suis un entrepreneur depuis une vingtaine d'années maintenant, essentiellement dans les ressources humaines et la tech, puisque j'ai commencé par créer un cabinet de conseil RH en 2001, que j'ai animé pendant 7 ans, jusqu'à cofonder Talentsoft en 2007, où là j'ai fait 15 années en tant que patron produit d'un éditeur logiciel. Et étant patron produit et voyant ce rôle comme un rôle aussi d'évangélisateur, de passeur et de pousseur d'idées, et ben j'ai créé un blog en 2010, Les Talents d'Alex, qui s'est transformé depuis en alexpechowski.com. J'ai écrit des bouquins, donné des confs, fait des podcasts, fait toutes sortes de choses avec la simple idée de partager des idées et ce qui constitue aujourd'hui, maintenant que je suis sorti de Talentsoft, le gros de mon quotidien. Je continue d'écrire et étant sorti, j'ai la chance de pouvoir aussi investir dans des startups qui ont à cœur de rendre la planète un peu plus viable. Nice. Donc tu es plus opérationnel ou tu es complètement Non, sorti non, de Talentsoft? je suis complètement sorti. Ah, En juillet, la boîte a été vendue en juillet, je suis sorti en septembre, donc ça fait maintenant plus de 6 mois je que crois que la je boîte, suis elle a dans cette changé nouvelle vie. de nom aussi, si je ne m'abuse, Ça s'appelle Cégide, elle a été vendue à Cégide. Voilà. mmh. Donc c'est aujourd'hui, entre guillemets, le produit Talentsoft évidemment continue d'exister, les Mmh. équipes continuent de travailler, mais on parle de l'entreprise Cégide et du produit Talentsoft. Yes, on va revenir sur tout ça, mais j'aimerais qu'on revienne sur le point que tu as mentionné, que tu es entrepreneur, depuis 2001. Qu'est-ce que c'est donc de lancer une boîte en 2001? Et est-ce que, déjà, comment est-ce qu'on lance une boîte en 2001? C'est quoi l'écosystème, en cette période-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de mainstream, c'est assez facile, c'est assez évident pour tout le monde de lancer des boîtes aujourd'hui ou d'être juste auto-entrepreneur, mais on n'a pas assez de recul, en tout cas ma génération, on n'a pas assez de recul sur, ce que c'était, à l'époque et comment est-ce que vous étiez, aperçus, dans la société, en tant qu'entrepreneur et pas forcément, dans, le truc classique de salarié comme, la plupart des gens, quoi. Bah, d'abord, tu as un peu répondu toi-même à cette question, c'est que c'était perçu, si ce n'est bizarrement, en tout cas, comme une énorme prise de risque. Puisque moi j'avais un doctorat, comme tu l'as dit, et avant de soutenir ma thèse de doctorat, j'ai créé cette entreprise parce qu'être entrepreneur, il y a deux cas de figure. Tu as la personne qui, depuis tout petit, a un projet en tête et finalement son but dans la vie, c'est de le mener. Et puis, tu as le cas
de la personne qui devient un peu entrepreneur malgré elle, ce qui a été mon cas, parce que je ne rêvais pas d'être entrepreneur. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise avec quelqu'un qui avait en tout cas des aspirations très semblables à moi, à savoir rendre la vie des gens en entreprise un peu meilleure. Euh, Moi, j'avais simplement cette aspiration parce que mon Mais tu environnement avais bossé pour familial. quelqu'un avant? Est-ce que c'est Alors, dû ce à qui est une génial, c'est que expérience, un non, mauvais c'est, vécu? Et comment est-ce que tu peux conseiller des gens alors que écoute, tu as pas, t'as raison. C'est ce qui fait que je dis souvent en rigolant que si mon enfant de 27 ans venait me dire Papa, je vais créer une entreprise de conseil en ressources humaines alors qu'il sort de la fac et que jamais elle ou il a jamais mis les pieds en entreprise, je dirais bah, je pense que c'est idiot en fait. Donc, a posteriori, ta remarque, elle est tout à fait légitime. Il y a un côté un peu, si ce n'est idiot, chronique. J'ai jamais mis les pieds dans une boîte, j'ai 27 ans, j'ai fait une thèse de doctorat et je vais tout d'un coup animer une boîte de conseil. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que mon doctorat portait sur le fait d'identifier les compétences clés en entreprise. Et donc, ça voulait dire que j'étais concentré pendant 3 ans à me poser la question, mais comment Coca peut faire la différence avec Pepsi? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise comme Coca? Où sont les talents? Parce qu'on ne parlait pas de talent à l'époque, on parlait de compétences. Donc on va dire où mmh sont les compétences qui font que. Donc j'étais quand même obsédé par ça pendant 3 ans. Donc quand j'ai rencontré un psychiatre, coach en entreprise, qui lui m'expliquait qu'il menait des actions en entreprise qui visaient à ce que les gens se sentent mieux, travaillent mieux ensemble, et que moi j'avais travaillé sur la dimension plutôt organisationnelle, technologique, pour arriver à ce qu'ils valorisent leurs compétences, qu'on les identifie, en fait ce qu'allait être tout l'avenir de Talentsoft. mh. Euh, Bah, moi je me suis dit mais en fait ce gars-là il va m'apprendre plein de choses, et puis moi je vais lui apporter quand même tout le travail que j'ai fait durant ma thèse. Alors il y avait une forme d'arrogance à ça, à dire ce que j'ai fait durant ma thèse est digne d'intérêt et peut être vendu. Mais en même temps, si t'es pas convaincu par ce que tu fais pendant 3 ans, ça doit être très long. Moi, j'étais convaincu. Et donc, on a créé cette entreprise. Sauf qu'au démarrage, c'est lui qui conseillait, si tu veux, les gens. Et moi, je l'aidais à construire un petit peu les solutions. Et puis, au fil de l'eau, j'ai appris à faire. Euh, j'ai appris ce que c'était que le coaching, j'ai appris ce que c'était que la formation, puis j'ai appris ce que c'était que le management, puis les ressources humaines. Ce qui fait que je me présente souvent comme un autodidacte. Et je suis très fier. J'ai appris ce que c'était qu'une entreprise, j'ai appris ce que c'était que le conseil et tous les problèmes adjacents à tout ça en le faisant avec un partenaire et des prestataires qui faisaient au début beaucoup, et beaucoup plus que moi, et puis moi, petit à petit, qui ai fait de plus en plus. Donc ta question est complètement légitime, mais voilà, finalement, commencer à travailler, c'est pas commencer day one, être tout de suite au taquet opérationnel. Par contre, ça demande soit une zone d'ignorance ou de confiance. Un peu de Dans mon cas, naïveté c'était pour, plus ouais, de sans a naïveté, mais priori. je crois aussi que, en fait, la naïveté, c'est la candeur, sont des qualités aujourd'hui qui sont quasiment moquées. Quand on dit de quelqu'un qui est naïf, c'est pas une qualité. Mais la naïveté, c'est aussi Forrest Gump. Forrest Gump, c'est un naïf. Et quand l'histoire raconte la vie de Forrest Gump, qui, je sais pas pour ta vie, Guy, mais est plus passionnante peut-être que la tienne et la mienne réunies, avec des aventures incroyables, c'est parce que la naïveté, c'est aussi une posture, c'est aussi une forme d'ouverture, c'est aussi une forme d'acceptation de ce qui t'arrive, sans que tu comprennes très bien pourquoi. Et ça, crois-moi, quand tu entreprends, si tu n'as pas une forme de naïveté et donc cette forme d'ouverture, faut être très 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 intelligent pour que ça fonctionne parce que tu peux pas tout prévoir. J'imagine bien. On va revenir, dans le détail. Comme je t'ai dit en début, d'interview, j'aimerais, qu'on rentre, l'idée c'est pas de décortiquer, l'idée c'est pas de lire tout le bouquin pour les auditeurs, c'est de donner suffisamment envie aux gens pour qu'ils aillent se procurer ce bouquin. Moi, j'ai pas forcément un profil, hyper, technique, mais pourtant ce bouquin, c'est très accessible. Je veux dire, tu as pas besoin d'être un techos pour comprendre, et en plus, si tu es un amoureux justement de films et de séries comme Alex, ça reste assez évident de rentrer, et de par les références qui sont faites sur ces différents films, on il y a moyen de comprendre, de façon ludique, les concepts qui viennent de l'intelligence artificielle. Donc, déjà avant,
Alex, est-ce que tu peux me dire pourquoi avoir écrit ce bouquin? Pourquoi écrire déjà un Hmm. bouquin? C'est pas le premier. Celui-là en particulier est venu à un moment où l'intelligence artificielle commençait à être dans toutes les bouches. Tu pouvais plus commander une pizza sans qu'il y ait l'intelligence artificielle dedans. Euh, et j'avais un mix d'agacement d'entendre parler de ça sans que ce soit réellement de l'IA, parce qu'entre toi et moi, la plupart des éditeurs qui te disent qu'ils sont des algorithmes d'intelligence artificielle, non, ce sont des algorithmes classiques. C'est juste que si tu dis que c'est de l'intelligence artificielle, ta boîte C'est plus est sexy. valorisée x3 et les clients sont plus intéressés parce que c'est à la mode. Tout comme d'ailleurs quand on a créé notre entreprise en 2001, tous les consultants seront nommés coach parce que ça donnait à la mode. Donc ça m'agaçait d'abord. Et puis, j'avais quand même aussi un autre problème, c'est que je suis convaincu du bien fondé de l'intelligence artificielle et des vertus potentielles, je précise, de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que la plupart des gens en ont peur parce que l'appréhendent, au travail pensent qu'ils vont être remplacés, hein, sachant que bon, faut parler de la thèse du remplacement avec une grande Ce vigilance en qui ce n'est pas moment. faux, Euh, sauf que peut-être alors, c'est pas on va, assez nuancé sur le fait que remplacer, mais qu'est-ce qui vient à la place justement des alors, il y opportunités? a deux choses, Guy. C'est que c'est pas faux. D'abord, j'ai écrit ce livre pour rappeler aux gens que les machines n'étaient pas intelligentes par elles-mêmes et que c'est nous qui les rendons intelligentes. C'est nous, si tant est qu'on puisse dire qu'une machine est intelligente, hein, je ne veux pas froisser du Julia, c'est nous qui leur donnons des buts et des Pour objectifs. ceux qui ne le Donc savent pas, d'abord, c'est l'un des co-inventeurs de Siri, ouais, si je me trompe c'est pas. ça. Et j'ai voulu en fait que ce livre permette aux gens de comprendre ce que c'était vraiment, euh, de ne pas en avoir peur, même si Netflix, Amazon, tous les films ne montrent que des dystopies. J'avais envie de mettre aussi des choses positives autour de l'intelligence artificielle qui sont réelles, concrètes et qui ont lieu tous les jours. Et puis, j'avais aussi envie de rappeler que c'est un sujet très, très, très politique, l'intelligence artificielle. Parce que derrière la technologie, elle se pose évidemment la question des usages. Et derrière la question des usages, dès que tu touches au monde de l'emploi, se pose la question de la vision du travail, du rôle des gens dans ce travail, du pourquoi ils devraient travailler ou non, et il te pose immédiatement la question de quelle forme de capitalisme, quelle forme d'entreprise. Et donc, ce bouquin me permettait aussi d'aborder cette dimension un peu plus politique autour de l'intelligence artificielle. C'est très dur de le faire dans une conf, c'est court, dans un podcast, ça peut pas durer 5 heures. Un livre, tu as 100, 200, 300 pages pour t'exprimer, donc c'est une bonne manière d'exprimer ces idées-là, je trouve. Effectivement. Donc, on va définir rapidement ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais ce point politique, tu l'expliques très bien dans le bouquin. Et à mon avis, ce bouquin, c'est un bouquin qui devrait être lu par tous les politiciens parce que pour pouvoir prendre des décisions qui vont impacter forcément l'humanité dans les prochaines années, il faut comprendre aussi comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que la data est utilisée et en tout cas, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça commence par ça. Donc, je te propose peut-être de définir l'intelligence artificielle. C'est très simple. En 1956, les gens qui ont fait émerger ce terme euh, ont fait émerger l'idée que peut-être des machines, des algorithmes, des programmes informatiques, même si on ne parlait pas encore d'informatique à ce moment-là, euh, est-ce qu'il est possible que une machine résolve des problèmes, fasse quelque chose qui normalement requiert de l'intelligence humaine. Donc dès lors qu'un algorithme te résout un problème comme tu le ferais toi, on peut parler d'intelligence artificielle. Si on veut simplifier, c'est pas plus compliqué que ça. Et quelle est la différence avec l'informatique classique? Puisque finalement, informatique classique, le but quand même, c'est de résoudre des problèmes aussi. Effectivement. C'est simplement que derrière l'idée d'intelligence artificielle, il y a l'idée un petit peu, c'est d'ailleurs la base de tous les scénarios d'IA, de toutes les dystopies, un peu l'idée d'autonomie. C'est que là où un programme informatique ne fera qu'exécuter ce que tu lui as dit d'exécuter, comme sur une chaîne de montage. Une chaîne de montage, elle prend pas d'initiative. Elle va de gauche à droite. Un robot, bah, ta machine à café par exemple. C'est un robot. On n'a jamais fait de film sur les machines à café parce que bah, le robot, il fait du café et il prend pas la décision tout d'un coup de te faire du thé. Bah, en fait, l'intelligence artificielle, c'est plus de dire,
C'est un programme à qui on va pas être obligé de dire tout ce qu'il doit faire. On va lui donner un certain nombre. Alors ça, c'est l'IA originelle que j'ai apprise. Ouais. On va lui donner un certain nombre de connaissances. On va lui faire part d'un certain nombre de faits. On va le doter d'un certain nombre d'algorithmes. Et en fait, en fonction des situations, de ce qui arrive, il va aller taper dans les connaissances, le mettre dans son moteur et amener un résultat. Ce qui fait que, d'une certaine façon, c'est programmé parce que il arrivera quand même ce qui est en lien avec l'algorithme et la connaissance, mais c'est moins, si tu veux, déterminé que ça ne l'est quand tu dis si A et B, alors C. Voilà, c'est pas ça l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle que tu vois aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça, et c'est pour ça que ça fait d'ailleurs un peu plus peur aux gens, parce qu'on comprend un peu moins ce qui se passe. Tu n'es moins à donner des connaissances qu'à fournir de l'information à des algorithmes, qu'on appelle typiquement des algorithmes de machine learning, qui, eux, vont se débrouiller, sans jeu de mots aucun avec le podcast, se débrouiller avec ces informations et te renvoyer un résultat. Alors là, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Parce que c'est l'algorithme qui, en fonction de calculs qu'il a réalisés, va te donner un résultat. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IA, on dit que les résultats sont difficilement compréhensibles ou explicables, c'est qu'il faudrait décortiquer tous les calculs. Donc, c'est les deux types d'intelligence artificielle qui existent. À celle que j'ai apprise qui vise plus à quelque part reproduire le fonctionnement humain. Et c'est pour ça que j'ai fait cette C'est IA. plus de C'est que, l'intelligence programmée, on dit pas artificielle, puisque ouais, si, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. C'est un bon terme. D'ailleurs, sache qu'à mon époque, l'intelligence artificielle était tellement peu à la mode qu'on appelait ça, par exemple, de l'informatique avancée. C'était pour dire que, voilà, c'est un petit peu plus malin mmh que l'informatique, mais c'est de l'informatique, tu vois. Là où aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment, vraiment, vraiment du calcul de probabilité. C'est ce qui fait que, comme on disait tout à l'heure, Luc Julia dit non, c'est pas de l'intelligence. Ou alors, quelqu'un qui calculerait ultra vite serait intelligent. Voilà, bon, c'est très schématique ce que je te dis, mais ouais. c'est un peu plus complexe que ça. Et je m'excuse auprès de tes auditeurs si jamais les gens très savants en IA, oui, c'est schématique, mais l'idée ici, je crois, sur ton podcast, c'est de donner quelques grands repères, hein. Ouais, je vais un peu essayer, d'extrapoler pour, la 2e partie justement, que de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que ce calcul se fait en repérant comme je sais pas si on va parler de signaux faibles ou alors, heu, des, des éléments qui se répètent? Comment est-ce qu'il Ouais. réussit à déduire, justement, heu juste du fait des informations qu'on fournit, une direction plutôt qu'une autre. Est-ce que c est-ce qu'est-ce Écoute, qui qu'est-ce je vais te prendre l'exemple très simple, qui est l'exemple un peu originel du succès actuel du machine learning, qui date de 2012, quand Google Brain mmh a été capable de reconnaître des chats sur des images, alors qu'on n'a jamais expliqué à l'algorithme ce que c'était qu'un chat. Donc, de mon temps, tu l'as compris, ouais. j'aurais donné un programme des informations comme quoi un chat a des oreilles, a des moustaches, a des yeux, a des poils, et ainsi de suite. Et puis, on aurait donné des images de chats, et il aurait essayé de reconnaître, de détecter les connaissances que je lui avais fournies, Mmh et de se dire, tiens, ici se trouvent des oreilles, ici se trouvent des yeux. En 2012, Google Brain, donc conçu par Google, sait reconnaître des chats grâce à des milliers d'images qu'on lui a fournies, sans qu'on lui ait jamais fourni de connaissances. Alors comment ça fonctionne? C'est exactement ce que tu disais. Euh, à force de donner des images de chats, ils reconnaissent ce qu'on appelle des patterns, qu'on pourrait appeler des similitudes, ou des schémas, qui se répètent sur ces images. Un des schémas, c'est des triangles, plutôt deux, qui vont se trouver plutôt en haut de l'image. mh. C'est des traits horizontaux qui vont se trouver plutôt au milieu de l'image, et plutôt sur les côtés. Et puis des ronds, et ainsi de suite. Et en fait, petit à petit, l'algorithme se construit sa connaissance de ce qu'est un chat, en fait, en identifiant ce qui distingue un chien d'un chat, par exemple, Mmh et sait reconnaître des chats parce qu'à chaque fois qu'elle reconnaît ce qu'on appelle ces différents patterns,
elle se dit, tiens, c'est un chat. Et ce qui est amusant, c'est que l'algorithme, pour autant, ne saura jamais ce qu'est un chat. Et ne sait même pas que c'est un chat. Ne l'appelle pas un chat, mais sait le reconnaître. Il y a un autre concours au même moment qui visait à distinguer, désolé pour ceux qui ont des chihuahuas, les chihuahuas de cookies. Donc tu me donnes des photos de cookies et Ouais. des photos de chihuahuas, et en réalité, bon, c'est amusant évidemment quand on te montre les images de Mhm. voir que oui, tu as des cookies qui ressemblent à des chihuahuas et inversement. Et en réalité, c'est pas si simple. Et d'ailleurs, une autre chose qui va te parler parce que tu l'utilises comme tes auditeurs tous les jours, c'est les CAPTCHA. Donc par exemple, quand Ouais. Google, toujours Google, je ne travaille pas chez Google, hein, je n'ai pas d'action Google. Quand Google veut t'identifier, Ouais. Ou pour un il y a site bloqué ou je sais pas, pour un truc. voilà, un site bloqué où tu changes le mot de passe et il va être sûr que c'est toi et Ouais. que c'est pas un robot. C'est essentiellement pour savoir que c'est pas un robot. Du coup, il te dit tiens, où sont les collines? Bah, tu remarqueras d'abord que c'est pas toujours évident sur une petite image sur ton écran quand c'est sur un smartphone de distinguer une colline d'une montagne, de je sais pas quoi, ou d'une affiche. Donc c'est toi qui fais le travail intellectuel de reconnaître les collines. Et en taguant les images qui sont des collines, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu es J'entraîne. en train d'entraîner un algorithme, et l'algorithme se dit, en gros, là par contre, il y a une annotation qui s'appelle colline, et il range ces collines dans des librairies de collines. Ce qui fait qu'ensuite, quand tu lui fournis une image, si tu demandes à l'algorithme, est-ce qu'il y a une colline dessus? Bah lui, il va compulser toutes ces images de collines, voir toutes les similitudes et se dire, en gros, c'est probablement une colline. Et quand il te dit c'est une colline, derrière, tu as une probabilité. C'est rarement 100%. Mais si ça dépasse X%, c'est là où vient l'algorithmie et la programmation. Tu vas dire, oui, c'est une colline. Voilà. Wow. Je sais pas si je suis clair, Guy. Ouais, je comprends, c'est assez impressionnant de se dire, mais comment est-ce qu'on en arrive là? C'est OK. Alors, je peux te répondre. Attends, c'est amusant ce que tu dis. Parce que Yann Lequin, qui est ce grand chercheur en intelligence artificielle que tu connais peut-être, qui travaille chez Facebook, lui, si tu veux, qui est, bon, sachant qu'il n'a rien à voir avec moi, hein, soyons clairs, Mhm, euh, lui, si tu veux, il te dit finalement l'intelligence artificielle, les machines dont on parle, mhm. les algorithmes dont on parle, ont l'intelligence d'un enfant de 2 ans. Pourquoi? Parce que finalement, si tu regardes bien, ton enfant de 2 ans, il ne faudra pas des milliers d'images pour savoir ce que c'est qu'un chat. Finalement, un enfant de 2 ans apprend beaucoup plus rapidement qu'une pseudo-intelligence artificielle de ce qu'est un chat, un chien. Et je peux t'assurer que si ton enfant est normalement constitué, il saura distinguer un cookies d'un chihuahua assez rapidement. Et en fait, donc on peut se dire finalement c'est très impressionnant. Et puis de l'autre, finalement l'humain sait le faire facilement. Ce que ça a d'impressionnant, c'est que quand même, en tout cas, tu es plus jeune que moi, Guy, euh, l'idée qu'une machine apprenne comme un enfant apprend, c'est ça qui est impressionnant. Et encore une fois, c'est ça Qui qui fait constitue le peur. ressort de toutes les dystopies, de tous les scénarios, parce que, ok, mais alors s'ils apprennent, si les machines apprennent, qu'est-ce qu'elles apprennent? Comment elles se développent? Et évidemment, je te la fais courte, à partir de quand elles développent une personnalité, à partir de quand elles développent des intentions, et à partir de quand, façon Terminator, elles vont se dire, ah non, mais en fait, on est plus intelligente que les humains, donc allez, éradiquons les humains. Mais je peux t'assurer que là, il va se passer du temps. Ouais, C'est ce que je dis dans mon dernier chapitre d'ailleurs. ouais, 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 Quand même relax. ouais. Ouais, là, ça va trop loin. Mais même avant d'arriver là, le fait de se dire qu'elle peut apprendre de bonnes choses, mais on peut lui apprendre aussi des trucs un peu bad, quoi. Je veux dire, si ça tombe entre des Mais ça te mains, rappelle rien? moi, ça me fait Bah oui, penser mais au. les enfants, quand ça tombe entre les mauvaises mains, c'est quoi la différence? C'est quoi les mauvaises mains? C'est quoi les bonnes mains? C'est pour ça que je te dis que c'est un projet. L'intelligence artificielle pose des questions philosophiques, pose des questions sociétales, parce que toi, je ne sais pas si tu as des enfants, et on va pas rentrer là-dedans pour ta Non, femme, pas mais encore. si tu as des enfants, je crois que la plupart des parents essayent d'enseigner à leurs enfants ce qu'ils considèrent comme bien et de leur éviter ce qu'ils considèrent comme mal. Ce que j'étais simplement en train d'expliquer, c'est que on essaye toujours d'éduquer nos enfants de la meilleure des manières, mais comme le montrent tous les films, quand on est le fils ou la fille d'un méchant dans un James Bond, bah, en tant que spectateur, on va se dire waouh, l'éducation pas terrible. Sauf que le méchant, lui, il éduque selon ce qu'il croit être bien, et c'est pour ça qu'il veut éradiquer la planète et qu'il est très méchant. En fait, l'intelligence artificielle, c'est la même problématique.
qui va éduquer une intelligence artificielle, qui va fournir des images aux algorithmes, qui va taguer les choses, qui va dire à un algorithme ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est une vraie question politique. Et c'est pour ça que derrière la peur, c'est la peur des fameux biais. C'est que quand vous éduquez une IA et que vous êtes un homme blanc de 30 ans, hautement diplômé, vivant aux États-Unis, les images à partir desquelles vous allez éduquer une IA sont souvent en correspondance avec votre situation. Et c'est comme ça que vous pouvez faire des intelligences artificielles qui deviennent racistes, discriminantes, et que quand elles sont utilisées dans un cadre de recrutement, bah en fait, il y a une discrimination à l'embauche. On a souvent cité Amazon comme exemple, c'est pas qu'Amazon est pire qu'une autre entreprise du tout, c'est juste que bah en fait, ils ont découvert ça malgré eux, qu'ils ont donné 10 ans de profils qui avaient été embauchés entre, je crois, 2005 et 2015 pour entraîner leur intelligence artificielle. Entre 2005 et 2015 aux États-Unis, qui est embauché des hommes blancs diplômés d'une trentaine d'années. Donc forcément, quand vous êtes une femme, ce qui est arrivé, hein, bah, vous avez moins de chances d'être embauché par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est de la faute de l'intelligence artificielle? Non. C'est simplement de la faute aux images que vous lui avez fournies parce que ces images vous ont pas choqué, parce que vous êtes blanc, ainsi de suite. Donc, bon, je vais pas faire les questions et les réponses pour Guy, mais ce qui est important ici, en tout cas, de dire, c'est que quand on ramène l'intelligence artificielle au monde du travail, définir ce qui est bien ou mal, c'est définir une stratégie, c'est définir une culture, c'est définir des buts. Et ce que l'intelligence artificielle a d'intéressante, surtout quand on est en entreprise, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un alibi pour forcer les gens à se mettre d'accord sur ce que je viens de dire, à savoir une stratégie, une culture, des buts. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je crois que parfois, c'est plus important d'avoir l'alibi de l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle elle-même. Parfait. Donc, OK, on a parlé d'éducation. En gros, si on veut résumer, pas de data, pas d'intelligence artificielle. Ah oui, d'ailleurs, tu le dis peut-être exprès, c'est que c'est un chapitre qui s'appelle pas de data, pas d'IA, en Exactement. référence à la blague, évidemment, pas de bras, pas de chocolat. Désolé pour cette blague de mauvais goût. Mais donc, pas de data, pas d'IA. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, que ce soit en la façon dont je l'ai apprise en mode supervisé, ou que ce soit le mode dominant actuel, qui est plutôt machine learning, deep learning, non supervisé, euh, ne se construit qu'à partir de données. Mais je reviens sur ma métaphore, Guy, et c'est pas parce que je suis absolument attaché à cette métaphore, mais parce qu'elle est extrêmement parlante et très juste. Comment tu éduques un enfant si tu ne lui fournis pas d'informations? Tu peux lui dire, bah, on va juste vivre, on va jamais se parler. Ouais, mais le simple fait d'agir, c'est fournir l'information. Quoi que tu fasses, tu fournis des informations. Et quand on parle justement de l'impact sur le destin d'un enfant, de son environnement socio, religieux, politico, économico, tout ce que tu veux, c'est que les signaux, les informations que cet enfant reçoit vont déterminer sa personnalité, ses croyances, ses convictions, ses raisonnements. Bah, en fait, c'est la même chose de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il y a des parallèles. Et ce qui m'a intéressé aussi dans ce livre, c'est de voir à quel point les parallèles pouvaient être faits et quand les parallèles ne pouvaient plus être faits. Parce qu'évidemment, je suis un amoureux de l'humain. Je ne suis pas un amoureux de l'intelligence artificielle. Et je crois profondément aux qualités humaines qu'aucune machine artificielle n'acquérera jamais. Et c'est ça ma quête personnellement, le but de tout ce que je fais, c'est de ramener vraiment l'humain sur sa juste place et pas celle d'un robot justement. Et ça fait, aussi justement, le lien avec, le point politique, en tout cas, le fait que tu interpelles quand même indirectement les politiques sur ce sujet-là. Et tu prends dans le bouquin plein d'exemples, notamment, ce qui se faisait à l'époque chez Amazon, l'algo qu'ils avaient développé en interne. Et pour moi, c'est un point hyper important. Et s'il y a un truc qui fait peur, c'est ça qui devrait peut-être faire peur aux gens. Le fait que quelle information un enfant, si tu éduques un enfant avec des, je sais pas, à la bagarre, si un enfant dès le bas âge, tu lui donnes la cigarette, par exemple,
tu es sûr qu'au bout de quelques temps, tu vas avoir, ça sera pas quelque chose de ouf à la fin que tu vas obtenir, quoi. Ça sera quelque chose de forcément très destructeur. Là, c'est super intéressant ça, ce que tu viens de dire, parce que si tu fumes devant tes enfants, l'information tacite que tu leur donnes, modulo le fait que tu leur dises évidemment c'est très mal de fumer, il faut pas que vous fumiez, et que tu leur donnes à l'ancienne, façon Jean Gabin, une tarte si tu les vois en train de fumer, ce Ouais. qu'on fait plus aujourd'hui heureusement, mais ce qu'on voit dans tous les films des années 50, euh, même dans La Boum d'ailleurs, beaucoup plus tardivement, en fait, quand tu fumes devant eux, tu leur dis bah, fumer c'est ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si tu ne pensais pas que c'était OK, Tu ne le ferais pas. ah, pourquoi tu le fais? Si tu le fais, avec tout ce qu'il y a sur les paquets, il n'y a pas un être humain au monde aujourd'hui qui pense que c'est mieux pour sa santé qu'il fume. Il sait que c'est pas bon. Il Mmh. le fait quand même. Il le fait devant son enfant. Donc il le transmet à son enfant. Son enfant continue. Personne ne s'émeut de ça. Parce que si on revient à l'aspect politique, il y a des milliards en jeu. Donc on a beau mettre des photos horribles, moi qui ne suis pas fumeur, je vois un paquet de clopes, je le cache, c'est horrible les images qu'on met dessus, mais il y a tellement d'argent qu'on ne va pas interdire aux gens de fumer, et puis c'est une atteinte à la liberté. Rien qu'avec ce qu'on vient de dire, décider de faire quelque chose de bien ou pas bien, et que l'État interdise ce qu'il considère comme bien ou pas bien, et pourquoi il l'interdirait? Pourquoi il l'interdirait pas? Il l'interdit, on dit c'est 1984. Mais moi qui fume pas, je peux te dire le fait de ne pas interdire, c'est un peu criminel. Nous sortant de 2 ans de Covid, où on a surprotégé les gens, a voulu qu'on soit vacciné 17 fois, et qu'à côté de ça, on n'empêche pas les gens de fumer, c'est rigolo, si tu regardes le truc sous cet œil-là. Alors après, ce qu'on va faire, c'est dans ce monde-là, et on vient de prendre, tu es d'accord, ça, Un d'exemple, hein. film par ouais, Il y ouais, en a un Grand Theft milliard. ouais. Euh, Au milieu de ça, de cette vie qui est la nôtre, hein, on Mmh. se dit, oh là 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 là, mais l'intelligence artificielle, mais c'est très dangereux, mais si ça se trouve, on va faire une intelligence artificielle raciste, c'est très très mal. Parce que toi, t'as jamais connu de recruteur raciste en entreprise. T'as jamais connu de manager raciste en entreprise. Ça n'existe pas. Par contre, on va se focuser là-dessus sur l'IA. Moi, encore une fois, je ne veux pas défendre l'intelligence artificielle pour défendre l'intelligence artificielle. Ce que je dis, c'est que c'est certain que si tu as un biais et que tu éduques une intelligence artificielle, le drame, ce qui peut faire peur, pour vraiment, pour de vrai, comme j'allais dire, comme les enfants pourraient dire, c'est que ce sera plus efficacement biaisé, donc potentiellement plus dangereux. C'est vrai. En revanche, ce que je trouve absurde, est-ce qu'on ne peut pas se poser plutôt la question de celui qui a éduqué l'IA et de dire mais comment se fait-il qu'on soit biaisé à ce point-là et est-ce que c'est normal que on s'émeuve d'une IA biaisée mais que les humains soient biaisés dans tous les sens? C'est la D'un vraie côté, ça ne question. nous émeuve pas et que de l'autre, au milieu. Alors, les biais, by the way, ça s'appelle la culture, hein. Ça s'appelle la personnalité. Et on en est très fiers. Mmh. Et il y en a plein de biais qu'on revendique. Il y a plein de traits de personnalité qu'on revendique. On le revendique tellement qu'on dit bah, les Danois, ils sont comme ça, les Russes sont comme ça, les Français sont comme ça. C'est ce qui fait nos différences. Et ce sont des biais. Et on est ravis de ces biais, parce que ça construit les cultures. La question qui se pose, c'est, et l'exemple, l'actualité parle, quand cette vision du monde fait qu'un jour tu te réveilles et tu veux aller envahir le pays voisin, ça pose un sérieux problème. C'est ça que pose le problème des biais. Et le problème, il n'est pas d'un côté de la technologie, il est du côté des humains. Donc, moi, je crois que l'intelligence artificielle, c'est pour ça que je l'ai étudiée, c'est pour ça que ça me passionne, est la plus belle opportunité qui nous est donnée de nous regarder nous-mêmes. C'est pour ça que pendant 2 ans, toutes mes conférences s'intitulaient L'IA est un miroir. Parce que je pense que l'IA, c'est un miroir. C'est tellement complexe parce que comment est-ce qu'on peut justement faire on peut pas faire abstraction de ces biais, ça fait partie intégrante de nous en tant qu'humains. Ça a des avantages, mais ça a tellement d'inconvénients. Comment est-ce que en fait, je suis même pas convaincu que c'est juste un travail de juste les politiciens parce que Ah non, c'est non, une on parle décision, d'éducation. c'est une décision qui concerne tout le monde. Ça veut dire, il suffit qu'il y ait une petite caste, en fait, qui oriente l'information d'une certaine façon et tout le reste de l'humanité va subir, en fait, les conséquences. Alors c'est pour ça que quand je dis c'est politique, c'est pour un pan. Et politique, c'est aussi politique dans les entreprises. C'est ce que je disais aussi quand tu n'étais pas là, c'est la façon dont tu détermines ensemble des choix.
Voilà, c'est ça, politique. Politique au sens d'Hannah Arendt, c'était la vie de la cité. La cité, ça peut être 3 personnes qui partent en vacances, Mmh. ça peut être toute l'humanité. Mais en tant que citoyen, on a aussi notre rôle à jouer. Alors d'ailleurs, tu sais, c'est amusant parce que on parle toujours des données, de la confidentialité des données, du droit à nos libertés. On est les premiers, tous autant qu'on est, à aller sur un millier de sites où on fait OK, OK, On OK, lit même OK, pas, on dès qu'il lit même s'agit pas. d'autoriser les cookies. Ouais. Parce que c'est saoulant. Ça nous saoule, on clique OK. Tu vas sur un site dont tu ne sais pas qui l'a fait, comment tes données sont utilisées. En gros, tu sais Où rien, est-ce que les données sont hébergées mais surtout? tu sais rien. En revanche, je reviens sur la crise du Covid parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Euh, Quand on était confiné et que commençaient à sortir les premières applications de géolocalisation pour savoir qui pourrait contaminer, mais il y a des milliers de personnes qui se sont mis vent debout en disant c'est un scandale, comment va-t-on utiliser nos données. Alors c'est quand même génial, c'est que tu es en pleine crise sanitaire, une crise historique. C'est le gouvernement. Donc c'est quand même les gens, même s'il n'y a qu'un tiers de la population, si tu fais le calcul, qui vote pour un président de la République, en tout cas en France, dans le système qui est le nôtre, qui est différent en Allemagne, tu as quand même un tiers des gens qui ont voté pour les gens au gouvernement qui te demandent est-ce que tu peux télécharger ça. Non, je dis non, pas d'atteinte à nos libertés, mais pendant ce temps-là, tu utilises, je sais pas, Strava pour faire ton footing, qui te géolocalise et va utiliser ça dans tous les sens. Et c'est ça qui est magnifique avec l'humain. Euh, Moi, ça me dérange pas tant que ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de gens qui font des comédies, du stand-up. Ils ne font que faire ce que je viens de dire en 1000 fois mieux que moi et de façon beaucoup plus amusante. Ce qui m'attriste un peu moi, c'est que, bon, si c'est un citoyen lambda, c'est une chose. Quand ça commence à être des chefs d'entreprise, c'en est une autre. Quand c'est des hommes politiques, c'en est une autre, parce que de là dépend la vie de centaines, de dizaines, de millions d'autres. Et donc l'enjeu pour moi est aussi un enjeu d'éducation. Si on veut faire quelque chose de bien pour la planète, on commence par l'éducation et on commence par apprendre à nos enfants à faire le tri. Et là, on revient sur l'intelligence artificielle. C'est que la différence entre l'éducation d'un enfant et l'éducation d'une IA, c'est que je crois que le cœur de l'éducation, c'est de savoir quoi faire de l'information. Quelle information est de qualité ou pas. Et qualité par rapport à quel référentiel. Hier, je discutais de la fidélité avec des amis. Je suis un homme blanc, français, occidental, de 47 ans. Euh, je- Si je me marie, je vais promettre d'être fidèle et je veux vraiment être fidèle. Il y a des pays, des continents dans lesquels la fidélité n'est pas un sujet, puisque culturellement, ça n'est pas comme ça. Et quand donc je regarde ça, moi, de mon œil, pourquoi juger que c'est bien, éthique, moral, pas moral? En fait, ce que je dois faire, c'est ah, génial, ailleurs, c'est différent. Super. Si jamais je vivrais ailleurs, je peux faire différemment. Si je suis éduqué ailleurs, je vais penser différemment. Et donc, la force de l'éducation, pour moi, c'est plutôt ça. C'est cette ouverture. Une IA, bah, elle va travailler à partir de l'info que tu lui donnes. Et c'est le problème, c'est est-ce qu'elle est de qualité ou pas. À date, les IA savent pas vraiment faire le tri. Il commence à y avoir justement des IA qui vont regarder les données et par rapport à la structure des données elles-mêmes, il y a moyen d'entraîner, ça c'est plein d'algorithmes qui vont exister, qui existent déjà, Mmh. de traiter la qualité de la donnée en fonction de ses caractéristiques. Ça revient à une forme d'éducation aussi un peu plus poussée. Ouais, mais qui est toujours, impulsé par l'humain. Donc Voilà. Alors là, bravo Guy. Il y aura toujours un humain derrière l'IA. Ah, attends, non, pardon, je reformule. Parce qu'il y a tellement de gens à la fac qui m'ont dit il n'y aura jamais ceci, il n'y aura jamais ça. Donc, on va éviter les jamais, les toujours. Je pense que on va être beaucoup plus modeste que ça. À l'heure où je te parle, avec les informations dont je dispose, le fait qu'il n'y ait plus d'humain derrière une IA me semble, si ce n'est impossible, en tout cas assez lointain. Maintenant, lointain ouais, jusqu'à c'est quand, on verra nuancé. bien. Parce qu'en fait, en réalité, une IA qu'en éduquerait une autre, c'est jamais que une machine qui transmet une information à une autre machine, et ça existe déjà. Ouais. Donc finalement, quand ton frigo connecté, il parle avec ta montre connectée, Bah, c'est un humain qui a il... délégué une machine à une autre machine de de l'éduquer. Ouais, je sais, voilà. Bon, écoute, jusqu'à ce qu'on soit pas dans la situation de Terminator ou de Matrix, il y aura toujours un humain derrière une machine. On n'a qu'à dire ça, Ouais. et là-dessus, on est OK. Top. Bah, je te propose qu'on revienne
sur, l'IA et les emplois justement. Heu, il y a cette grosse tendance qui dit que ça va, détruire plein d'emplois et on parlait justement, moi je veux qu'on parle plus des c'est quoi les nouveaux métiers qui vont justement, apparaître, grâce heu heu, à cette démocratisation de l'intelligence artificielle et du machine learning? Écoute, bon, tout d'accord sur ce thème de remplacement, je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y aura des remplacements d'emplois, de gens, plus exactement, par des machines sur des emplois, comme il y en a toujours eu. Ouais, même si on prend, la révolution industrielle, Bah, évidemment, c'est pareil évidemment, donc le job de liftier à New York qui s'occupait de faire monter, descendre des ascenseurs, bah, il se transforme en ouais, concierge. Il n'y a plus de liftier. Tu appuies sur un bouton, tu le fais tout seul. Ça choque personne. Personne fait des podcasts entiers à se dire c'est dingue, il est en danger. Je suis pas sûr que sa vie soit plus misérable aujourd'hui en tant que concierge de travailler plutôt sur la notion de relation que faire monter et descendre un ascenseur. effectivement. Donc, le problème, c'est que si cette personne-là, on lui dit ben, en fait, on n'a plus besoin de toi. Et ok, je fais quoi? Ah bah, ça, tu te débrouilles, c'est pas mon problème. Ah là, On c'est revient ça, sur c'est la ça question ça, c'est politique. chaud, ouais, là, c'est C'est de ça dont on a ouais. peur. Et pourquoi on a peur là avec l'intelligence artificielle? Si je fais mon intéressant 3 minutes, je peux te dire que c'est la fameuse théorie schumpeterienne de destruction créatrice qui fait qu'en fait, selon cette théorie, chaque innovation amène une destruction d'emplois, mais à date, il y a toujours eu plus d'emplois créés que d'emplois détruits. Voilà. Effectivement. Cette théorie dit ça. Et en fait, à chaque révolution, parce qu'on est sur la quatrième, il y en aura une cinquième, une sixième, une septième, à chaque fois, on observe ça. On a observé ça par le passé. Cette fois-ci, on s'émeut encore plus, encore que moi, je suis pas assez vieux pour savoir si on s'émeut pas de la même façon. Il n'y avait pas de podcast à l'époque, mais il y avait peut-être des gens dans la rue qui disaient attention, on est en train de vous remplacer. Je suis certain qu'il y avait Je suis sûr ça. que c'est Je la suis pas même moi, je historien, suis faudrait demander aux convaincu aussi historiens, que mais ça devait être le c'est sûr. la même sensation. Par contre, si on essaie d'être un peu rigoureux, on peut se dire la chose suivante. La difficulté aujourd'hui, c'est que, bon, d'abord, il y aura des gens remplacés sur des emplois, et puis il y aura une partie de leurs activités. Or, le fait que euh, une machine vienne prendre 99% des tâches, ou 100, c'est énorme. Si tu prends les voitures autonomes, c'est la différence entre le fait qu'il y ait toujours besoin d'un humain dedans, pour le 1% qui reste, ou pas. Donc déjà, ce qu'il faut voir, il serait plus juste de dire qu'une grande partie de nos tâches va être automatisée. Si c'est la partie, justement, automatisable, moi, je suis favorable. Alors, je vais m'expliquer juste là-dessus pourquoi. Parce qu'à partir du moment où une machine peut le faire, je considère, si je suis ultra direct et simpliste, que si une machine peut le faire, c'est pas digne d'un humain. Ce qui est digne d'un humain, c'est ce qu'une machine ne pourra pas faire. Je te donne un exemple tout simple. Tomber amoureux, c'est digne d'un humain. Parce qu'en principe, une machine ne peut pas tomber amoureux. En revanche, si c'est de choisir son amoureuse en fonction de critères comme si tu choisissais un appartement sur ce loger, ça s'appelle Tinder, hein, ça s'appelle Appen. J'ai rien contre les sites de rencontres. Mais qu'on Mais un s'entende site bien de sur rencontre, c'est le c'est quoi? quoi l'objectif de base, c'est quoi le postulat de base, quoi? Voilà. Donc en fait, dans le processus amoureux, si le processus de choix consiste à cocher des cases, bien sûr qu'une machine choisira ta place. Pourquoi elle le ferait pas? Puisque tu te conduis comme une machine. Tu te conduis comme un robot. C'est normal qu'une machine le fasse. Par contre, la sensation La que complexité tu vas aussi. éprouver, toute la complexité, enfin bref, tout ce qui crée le bordel dans les relations et qui nourrit la littérature, la poésie, les films, la musique, euh, bah ça va probablement rester chez nous. Je te donne un exemple tout simple dans le recrutement. Trier des CV, c'est pas digne d'un humain. Si c'est, ah, t'as pas fait bac+5, qui? Ah, t'as pas fait une grande école de commerce? Bah, je vais pas te prendre. T'as besoin d'un humain, de payer quelqu'un éduqué pendant 25 ans, sortant des écoles, pour faire ça. Pas Non, besoin. il faut le faire faire par une machine. Il faut pas le faire d'abord, Mmh. à mon avis. Et si tu dois le faire, demande à une machine. Mais une fois que ta machine t'aura créé tes clones, bac+5 sortant de 3 écoles et demie, avec un TOEIC entre 922 et 927, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui va attirer tes fameux clones dans ton entreprise? Une machine? J'en doute. Ce qui va attirer
un candidat dans une entreprise, ce qui va faire un candidat est attiré par une entreprise ou une entreprise par un candidat, ce sont des facteurs humains, ce sont des facteurs de séduction, ce sont des facteurs de feeling, d'intuition, beaucoup. Ça n'est pas que rationnel. Il y aura du rationnel, donc je pense que des IA aideront aussi les recruteurs et les candidats à choisir, mais il y aura une part, donc tu vois typiquement, je viens de te décrire un processus, un job qui s'appelle recruteur, sur lequel une grande partie pourra être automatisée si on continuait de travailler de la même façon, ce qui à mon avis n'est pas souhaitable, et une partie qui ne pourra pas. Et à mon avis, lors de toute transformation, ce qui s'opère et ce qui est super vertueux, c'est qu'au moment où la technologie peut te permettre d'automatiser une partie de tes activités, c'est le moment de te questionner sur le bien fondé de tes activités. Et en l'occurrence, de se dire, je ne sais pas si c'est si intelligent que ça de demander à mon algorithme d'intelligence artificielle de, euh, de mettre en bas de la pile tous les gens qui n'ont pas fait des très hautes études. Voilà. Donc en fait, à chaque fois que tu automatises quelque Mais chose, ça c'est aussi, c'est l'opportunité complexe, de non? questionner. J'ai la sensation pour certains cas, c'est chaud, quoi. Moi, j'aimerais pas, je sais pas, me faire opérer par un gars qui, je sais pas, qui a regardé deux trois vidéos sur YouTube, tu vois? Donc je me dis des fois, c'est quand même uti on est obligé de discriminer des fois, à mon avis. Euh, oui, en fait, là, il y a deux choses. Il ne faut pas confondre le fait de disposer des compétences nécessaires pour faire un job et le fait qu'il n'y ait qu'un moyen de développer ces compétences. La discrimination, selon moi, c'est pas le fait, tu sais, moi si je crée une boîte demain, je peux t'assurer d'une chose, hein, je voudrais des gens super compétents. J'aimerais pas des bras cassés. Hein. Comme tu le dis, si je me fais opérer, là, c'est pas question de philosophie où je veux pas de quelqu'un qui n'a pas les compétences. Par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est de me dire, est-ce que tu ne voudras te faire opérer que par quelqu'un qui a fait les trois plus grandes écoles de médecine dans le monde? Ah, Ou est-ce ça que c'est tu un autre seras sujet. d'accord Ouais, pour te... ouais, c'est Oui, vrai. mais la discrimination, elle est là pour moi. Oui, mais La là, tu as discrimination, totalement c'est de... raison. Ou tu quelqu'un, par exemple, qui a fait son école de médecine, je sais pas, en Algérie ou au Cameroun, ou alors quelqu'un qui a fait son école de médecine, je sais pas, à New York ou à Paris, quoi. Pourtant, en soi, Je peux ouais, t'assurer c'est vrai. que si on n'est pas démagogique, 99,9% des gens, en l'état actuel des choses, vont se dire, ah ben, je veux la fac de New York parce que c'est la plus réputée. Et vu que c'est ma vie qui est en jeu, je ne veux pas prendre de risques. Or, ce qui est super drôle, et là, c'est ce que montrent les films, c'est pas moi qui fais le café du commerce. Je reprends juste des films sur lesquels j'ai construit mon bouquin. Combien de films qui te montrent que le premier, le major de sa promotion de médecine, qui est le plus grand chirurgien de la planète, machin, il vient de se faire larguer, il s'est bourré la gueule, il va t'opérer le lendemain et il va y avoir un accident parce que, bah, en fait, il était bourré. Tiens, tu sais, c'est les Sully et compagnie, tu sais, qui te montrent les pilotes Mmh. d'avion devenus un peu alcooliques. C'est tous ces films-là Ouais. où supposément ce sont les meilleurs dans leur domaine, mais ce sont des humains. Et à un moment donné, la personne dont tu viens me parler, qui vient d'Algérie, qui vient du Cameroun, et qui, elle, bah, vient d'une université ou d'une école qui est moins réputée, c'est factuel, elle est moins réputée globalement, sauf que la personne travaille ultra rigoureusement, avec tout son cœur, parce que notamment elle sait qu'elle vient d'une école moins réputée, d'un pays moins en vue dans ce domaine-là, et donc on lui fera moins confiance. C'est pour ça que je crois à la puissance des profils atypiques et des autodidactes et des gens qui viennent avec des handicaps, handicaps qui sont liés à des référentiels, qui ne sont pas des handicaps intrinsèques, qui sont des handicaps dans le cadre de la société telle qu'elle a été bâtie. Euh, Ces gens-là, souvent, C'est eux ils qui bossent innovent, en mille fait. fois plus, ils le font avec mille fois plus de cœur, et il faudrait mille fois mieux que tu sois entre leurs mains au moment de te faire opérer qu'avec le New-Yorkais ultra réputé Parfois, qui vient c'est de se d'eux faire larguer. que vient même l'innovation, quoi. Ça me fait penser justement à toi, quand tu débarques justement dans cet univers-là, sans forcément, être, je sais pas, prédestiné à ça, quoi. Je parle de docteur en informatique, pourtant tu étais peut-être passionné par, la musique ou, tout ce qui vient de la culture ou de l'art. Là, tu viens sans a priori, tu n'es pas forcément,
t'es pas, je sais pas, j'ai pas envie de prononcer un mauvais. J'ai voulu dire, t'es pas handicapé, mais peut-être c'est pas un bon terme. T'es pas incapable de pouvoir apprendre, de pouvoir monter en compétence à ce niveau-là. Et en plus, vu que tu as une certaine ouverture d'esprit, tu vas pas forcément rester dans des cases. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, 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 bah, je vois très bien, si, parce que ça me parle. Euh, ça revient beaucoup à ce que je te disais sur cette notion d'ouverture, d'écoute, euh, où à un moment donné, cette ouverture au monde fait que tu captes des signaux qui viennent de tout. Tu sais, c'est Peter Drucker qui le disait, qui en fait parlait des connexions. Il avait théorisé ça. Euh, et en fait, il disait simplement que, alors il prenait l'exemple d'Einstein, il disait, alors, je vais vérifier peut-être, mais la métaphore est sympa. Mhm. Il disait, c'était pas le plus grand mathématicien, c'était pas le plus grand physicien, mais en revanche, il a su créer un pont entre les deux domaines. Et du coup, bah, c'est Einstein, quoi. Yes, Et en fait, c'est très important justement d'être dans cet état d'esprit-là. C'est pour moi capital. effectivement. Pour faire un peu la transition et boucler sur ce point de création, en tout cas de destruction, de création d'emplois de l'intelligence artificielle, est-ce que la véritable question, ce serait pas justement euh, comment accompagner les gens dans cette transition-là? Parce que en soi, si on part du principe qu'il y a de nouvelles choses qui vont se créer ou alors une évolution en tout cas des métiers d'avant par rapport au contexte actuel, la véritable question, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces gens? Comment est-ce qu'on les amène vers là? Comment est-ce qu'on les fait upgrade, quoi, si je peux utiliser le terme? Écoute, en fait, alors c'est vraiment un vrai sujet. Je pense que il y a beaucoup de choses à regarder sur ce point de vue-là. D'abord, tu vois, je pense immédiatement à la notion de confiance quand tu parles d'upgrade. C'est que est-ce que les gens, tu crois, ont suffisamment confiance en eux pour se dire qu'ils sont capables, suffisamment confiance en eux et confiance finalement en leur capacité à appréhender un nouvel environnement pour accueillir des machines. Euh, regarde, je ne sais pas si tu as des gens autour de toi qui avaient un iPhone il y a 5 ans où il y avait encore la synchro iTunes, des photos, des... Souviens-toi de l'état d'angoisse de la personne au moment de la synchro, à te dire est-ce que je vais pas perdre toute ma Les musique, données. est-ce que je vais pas perdre toutes mes photos et moi qui étais informaticien, le truc cool que me faisaient tous mes proches, c'est de me filer leur téléphone avec leurs photos, leur Comme musique ça, et tu de as me la dire responsabilité. vas-y. Évidemment que ça m'est arrivé de tout paumer, tu sais plus où te mettre. Je te dis ça, c'est pas juste pour le coup faire du stand-up, c'est pour dire quoi? Quand il s'agit de faire une synchro photo avec iTunes, que tu pas super bien fait quand même, c'est pas ce qu'Apple a fait de mieux en termes d'expérience utilisateur, euh, c'était un stress hallucinant. Alors quand tu me parles de rendre des gens capables, regarde d'où on part. C'était il y a 5 ans. Ouais, quand Et, même. et, et là, la question aujourd'hui, c'est de se dire, OK, allons dans ce monde où alors on va créer ces nouveaux métiers, parce que je t'ai pas complètement répondu sur ces nouveaux métiers. Il va y avoir quoi comme nouveaux métiers? Il va y avoir le fait de programmer des intelligences artificielles. Programmer, ça veut dire avoir la compétence digitale, numérique, mais ça veut dire d'avoir la compétence métier. Par exemple, si on revient dans les ressources humaines, qui était mon domaine de prédilection concernant l'intelligence artificielle, qui va dire ce qu'est un bon profil, par exemple? Comment tu détermines un bon candidat? Tu dois, Est-ce tu dois que prendre le métier, en fait, à la base. donc ça veut dire que mais tu as une particularité par rapport au métier de demain. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais patron produit de Talentsoft. Je me suis retrouvé uniquement patron produit parce que j'avais une compétence technologique qui faisait que je pouvais parler à des développeurs informatiques, mais j'avais une compétence métier puisque j'avais été consultant en ressources humaines pendant 7 ans. Donc je savais faire le lien. Dans les métiers de demain, il y a un peu un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire, il va se créer 1000 métiers, il y en a 20 000 qui vont disparaître, des métiers vont disparaître, je l'ai dit, des métiers vont apparaître, oui, mais tu vas avoir beaucoup de métiers surtout qui vont se transformer. Tu prends l'exemple, j'aime bien l'exemple des comptables ou des journalistes ou des avocats. Prenons les journalistes, parce que au moins tout le monde connaîtra.
Un journaliste, il y a beaucoup de travail de recherche d'information. C'est même le cœur du travail journalistique normalement, que faire ses recherches. En fait, une machine, demain, probablement, pourra faire ses recherches plus efficacement. Ce qui est pareil pour un avocat. Il y a énormément de travail de recherche pour un avocat de trouver l'alinéa 12 de l'article machin, la jurisprudence bidule. J'ai pas de mépris pour ce métier, hein, c'est juste que je connais pas bien. Euh, et donc, du coup, en fait, ces recherches-là, ça ira plus vite avec une machine. Par contre, qu'est-ce qu'il faut aller rechercher? Parce que l'avocat, il a l'intuition que ce serait pas mal de trouver la jurisprudence de bidule. Euh, Qu'est-ce que l'avocat va faire de ces informations? Quel raisonnement intellectuel il va mener? Ça ne change pas. Donc, si tu prends 100% du travail d'un avocat, tu as une partie qui va déléguer à une machine de recherche. Tu as peut-être même demain une délégation sur qu'est-ce qu'il faudra aller chercher ou qu'est-ce que je fais de cette information. Tu vas avoir une assistance, comme tu as une assistance aujourd'hui des musiciens. Quand les claviers, moi je suis pianiste et claviériste. Quand les claviers sont arrivés, à peu près quand j'ai commencé d'ailleurs, puisque ça commence à dater, et il y avait ce qu'on appelle des arpégiateurs. Donc tu cliquais sur une note et tu avais sur un do et tu avais un accord de do. J'ai entendu des gens dire ah mais c'est plus de la musique parce que du coup il n'y a plus à apprendre à jouer. En fait, crois-moi, si tu veux émouvoir quelqu'un, c'est pas juste en appuyant sur un do en faisant un accord de do que tu l'émouveras. Ça veut dire que tu vas devoir développer une sensibilité musicale, apprendre plein de choses. Il se trouve juste que tu vas avoir une facilité à faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, tu as des intelligences artificielles, notamment André Manoukian travaille dessus, qui assistent à la composition, c'est-à-dire qui te donnent, quand tu commences à jouer quelque chose, tous les accompagnements possibles. C'est un peu comme les arpégiateurs de l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas composer, parce qu'en fait, d'abord, tu vas changer ce que l'intelligence artificielle te propose. Tu vas assembler les choses qui sont proposées. Et la musique, c'est un assemblage de notes. Donc finalement, tout ça pour te dire quoi? Te dire que, en fait, il faut d'abord se dire comment je vais faire évoluer ma pratique. C'est le plus important. Je reviens sur la question de la confiance. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se dire qu'on a quelque chose à apporter. Et que même s'il y a une partie de l'automatisation qui se fait, on aura toujours quelque chose à apporter. Donc il faut se ramener à l'éducation des enfants, comment on leur donne confiance, comment on les aide à identifier ce qui fait leur singularité, leur talent, leur spécificité, leur différence. Et tout le travail de notre vie va être d'exprimer nos différences, nos potentiels, nos singularités, peut-être demain, grâce à des machines. Le cas du remplacement, et je reviens sur mon difficile. Si tu dis à quelqu'un, je te pique ton job, c'est automatisé, j'ai plus besoin de toi. Il y a une entreprise, une usine de salade au Japon qui est entièrement automatisée. Comment donner aux gens le moyen de développer les compétences qui leur permettront de saisir les nouveaux métiers, les nouvelles opportunités, de développer les nouvelles compétences. C'est là où on a un problème actuel et on revient sur la politique, et là en l'occurrence sur l'éducation. Il y a une inadéquation entre le volume hallucinant de compétences dont on a besoin euh, de par tout ce que ces technologies rendent possible et les compétences acquises en sortie d'école. C'est-à-dire que tu as un petit filet d'eau en sortie d'école qui s'accroît d'année en année et tu as des besoins qui grandissent plus vite que le filet d'eau de l'école s'accroît. Donc tu as une inadéquation. C'est pour ça qu'au milieu, tu as des entreprises qui viennent et dont l'objet est de réparer ça et de former des gens. Par exemple, il y a une entreprise qui se crée, que je suis actuellement là, qui travaille sur la rénovation énergétique et vient suppléer au manque de compétences dans le domaine alors qu'il y a un besoin énorme en formant des gens et le but de l'entreprise c'est de former plus rapidement. Donc je crois que Comment on les les appelle? On peut entreprises vont mettre ça avoir un rôle à en jouer. description pour les gens qui seraient intéressés par ce type de formation. Là en l'occurrence la boîte s'appelle Solive, Solive, euh, ok. Je vais mettre en mais description. il y en a plein et en réalité aujourd'hui tu vois bien aussi des écoles qui ont été créées type Simplon, l'école 42, 42 ouais. qui n'ont pas été créées par Open Classroom aussi, qui l'État. maintenant une Open, école, c'est bien plus juste, sûr, ouais, magnifique, ouais, magnifique. Open complètement. Classroom, magnifique. Très belle entreprise avec justement des gens comme Mathieu et Pierre qui, je crois, font ça par passion parce qu'ils ont toujours eu ça à cœur et pas pour faire un coup. C'est des vrais entrepreneurs. Euh, donc, je crois qu'aujourd'hui, je te dis pas non plus pour tous ceux qui ont vu Don't Look Up que les entrepreneurs vont sauver le monde, que la technologie va sauver le monde, parce qu'il y a de l'autre côté, tu as des bouquins comme Low Tech,
de Phil Biwix qui montre que c'est aussi intéressant d'avoir moins de technologie et revenir à des choses un peu plus simples parce que la technologie pollue aussi énormément. L'intelligence artificielle pollue aussi énormément. Donc parfois, c'est bon aussi de se ramener à des choses que l'humain peut faire simplement sans commencer à en faire un assisté. Et je sais pas si tu as vu le film d'animation Wall-E, où au début on voit des humains qui sont dans une station spatiale en train de s'engraisser à regarder la télé toute la journée. Et la condition humaine, c'est plus très loin de celle de Matrix. Sauf que c'est pas dans un monde dystopique, c'est dans un monde de façon Disneyland, mais tout aussi dystopique selon moi. Et donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, faut revenir aussi à des choses simples, il faut vraiment utiliser la tech quand on en a besoin. Yes. On pourrait passer 2 heures juste sur le bouquin, mais bon, Alain, tu parles aussi beaucoup de la relation entre l'intelligence artificielle, la conscience. Les gens pourront aller plus en profondeur dans le bouquin et aussi, comme tu l'as mentionné en début d'émission, sur ton blog, tu épluches plein de concepts toujours sur tous ces sujets, notamment tes conférences. Donc, on va mettre les liens en description. Je propose qu'on Ouais. switch sur un autre sujet. Mais merci encore pour le bouquin. J'ai beaucoup, beaucoup adoré et je tiens encore à le mentionner pour les auditeurs. Il ne faut pas avoir peur. Le terme ne doit pas vous faire peur. Oui, parce que moi, j'ai eu ce sentiment au départ. Je me dis, oh, putain, est-ce que ça va pas être des trucs complexes? Est-ce qu'il va pas me parler des trucs en plus, j'avais le truc un peu du mec qui vraiment n'a aucune idée, qui se dit qu'on va lui parler peut-être de programmation, rien à voir. Enfin, il y a un lien, mais c'est pas non plus le Bah, j'espère que le titre te laissait comprendre que il y avait un côté pop. justement. Et puis, je vais te dire très sincèrement, Guy, je n'ai pas la capacité de produire un livre extrêmement technique et je ne me permettrai pas de le faire à côté justement de gens comme Yann Lequin qui sont c'est celui qui a créé l'algorithme de rétropropagation du gradient en 95 avec Benjo et Hilton. Voilà le vrai sachant, si tu veux. Moi, le but, c'est plutôt, et d'ailleurs, je crois que si j'ai un tout petit rôle Mhm, euh, j'allais dire sur cette terre, j'en sais rien, mais ce serait très présomptueux, mais en tout cas dans ma vie professionnelle, c'est d'essayer que les gens s'intéressent à des choses complexes. Tu as utilisé le mot complexe plusieurs fois, et moi, ayant été élevé aussi en lisant du Edgar Morin et tout ce discours autour de la complexité, moi j'en suis plutôt amoureux de la complexité, comme d'ailleurs au cinéma, j'aime les choses complexes que je ne fais pas forcément comprendre d'ailleurs. Euh, Parce que je pense que c'est la complexité est la seule clé d'entrée et là ça va paraître très bidon ce que je raconte, mais de la tolérance, de l'acceptation des uns et des autres, de l'évitation de ce qu'on voit actuellement comme le conflit en Ukraine. mhm. C'est derrière la complexité. À chaque fois que tu vois des gens qui te simplifient, désolé de prendre parti, mais Zemmour simplifie. Voilà. Alors quand tu simplifies tout, tu peux arriver à des conclusions auxquelles les gens qui, pour mille raisons, n'ont pas le temps, la possibilité intellectuelle, l'envie, le courage ou non plus l'énergie pour s'intéresser à cette complexité, bah, vont vers celui qui donne le truc le plus simple et puis ah c'est bien ça. C'est derrière la complexité, à mon avis, qu'on trouvera une porte. Donc, bon, je n'ai pas prétendu tout ça avec ce bouquin, c'est juste qu'à Mhm. minima, faire que les gens s'intéressent à l'intelligence artificielle Ouais. Se et faire puis se violence questionner un peu et aller sur découvrir. la condition humaine, ouais, Ouais. faut donner envie. Et il faut donner envie avec un bouquin pop, avec plein d'images sympas, de te rappeler les films que tu as aimés. C'est comme la collapsologie, si tu veux. Moi, ça me donne pas envie de faire quelque chose, de me dire que la planète va s'écrouler, que c'est foutu, que c'est trop tard. Moi, en gros, ça me sert à rien. Moi, je préfère parler à des entrepreneurs qui disent, bah, c'est peut-être trop tard, mais de toute façon, je préfère quand même essayer quelque chose plutôt que d'attendre la fin. Voilà, donc moi, Alex, c'est plutôt, je crois qu'il faut prendre les choses t'as un utiles. petit ami imaginaire? Un ami imaginaire, Ouais. pourquoi j'ai l'air complètement dingue? Non, non, je veux dire, non, je reformule. Tu crois en Dieu, tu crois en... Ah, ah, carrément, t'es sans transition, toi. Passer de, remarque, c'est génial, on me l'a jamais fait en podcast, passer de l'intelligence artificielle à Dieu. Moi, bah, vu que je t'ai parlé d'Einstein, je vais continuer. Moi, je crois en la physique quantique. Et est-ce que je crois en physique quantique, on parle du champ d'information unifié, c'est-à-dire, tu imagines une sorte d'océan d'informations qui comprendrait, à partir duquel se créerait toute l'énergie qui manifeste ce qu'on voit aujourd'hui.
Alors c'est pas, peut-être que c'est les autres appellent Dieu, peut-être que ce que d'autres appellent je ne sais quoi. Euh, Moi, je crois qu'il y a une intelligence, on va dire, voilà, euh, supérieure, mais pas intelligence qui est personnifiée par un individu, une intelligence qui est personnifiée plutôt par une énergie. Voilà. Si je croyais à quelque chose, Guy, je ne croirais pas à Dieu, je croirais en la force de Star Wars. Voilà. Ce serait plus proche de, ce serait plus proche de ce en quoi je crois, quelque chose dans lequel tout le monde baigne et euh, qui est l'énergie, le réservoir même de tout ce que l'on, ce à quoi on est Bah, fixé. je sais plus quel entrepreneur disait ça justement, qui je crois ça doit être, Tristan Viscock, je crois, qui parlait de ouais, c'est lui qui parlait de, du fait qu'on est constitué en fait, qu'il y a quelque si on va au-delà du Big Bang et en fait, c'est de l'énergie et que, bah, en fait, lui croit en l'énergie et que c'est quelque chose qui va peut-être pas, dans notre époque, mais qui va de plus en plus, s'expliquer dans, les dizaines, les centaines d'années qui vont, arriver. Ben, donc même les murs, tout ce qu'on voit autour, en fait, c'est des milliards et des milliards d'énergie qui sont concentrées et qui, mais c'est pas quelque chose qu'on peut voir là parce que c'est on Mais parle c'est la de physique quantique, hein, Guy. C'est pour ça que je te parle de la physique quantique, c'est qu'en fait, c'est l'infiniment petit, donc c'est pas observable. mmh, Mais cette théorie des cordes de la physique quantique, avec les petits filaments ou les petits cercles, mmh bah, en fait, la matière, quand tu vas au bout du bout du bout du bout du bout du bout, tu trouves du vide. En physique quantique, c'est mmh vide. Et donc, ce vide, bah, c'est pas du vide, parce qu'il y a bien quelque chose. ouais. Mais ben, en fait, ce vide, que je te parle en rigolant de la force, euh, ce serait de ce vide que toutes ces particules de la physique quantique apparaissent. Euh, et donc, voilà. Après, je suis plus curieux de savoir pourquoi tu me poses la question, mais moi, je vais te donner un lien avec mon bouquin quand même, pour que les gens se disent pas, merde, j'ai raté 1 heure de l'épisode et les mecs ont shifté et Ouais, ils ils sont ont 2 partis litres aux dans le sang. cacahuètes. Euh, Là, ils parlent déjà ils ont d'énergie. des grammes dans le sang. Voilà. C'est qu'en fait, là où m'amène le livre, c'est précisément de me dire, donc là, tu vois, tu poses une question, ok, je te réponds, parce que voilà, de façon humoristique, et je te répondrai plus sérieusement si on était dans un contexte différemment, mais sur le fond, c'est ce en quoi je crois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il n'y a rien à craindre de l'intelligence artificielle. C'est que ce dont on vient de parler, que tu appelles ça une sorte de grand magma d'énergie, que tu appelles ça la conscience, que tu appelles ça ce que tu veux, mais en tout cas, en ce qui me concerne, qui n'est pas une connotation religieuse, Mmh qui a plutôt une connotation de dire il y a quelque chose de commun à tout ça. Eh ben, l'intelligence artificielle, elle n'a pas accès à ça. En tout cas, pas Pour aujourd'hui. aujourd'hui, ouais. Donc, c'est des 0 et des 1 aujourd'hui. Non, je te parle avant l'ordinateur Ouais. quantique. Hein. Mmh À l'heure où je te parle, ce sont des 0 et des 1 qui passent dans des canaux avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, hein, en fonction que tu sois 0 ou 1. Tout ce que tu peux voir, ça n'est jamais que ça. Et c'est pas connecté comme l'humain, et tu viens d'en parler, ces particules, ces molécules, cet assemblage, ou quand on va, avec la physique quantique, regarder au fin fond de ces molécules, c'est pas ce qu'il y a. Je pense que c'est probablement la quête de tous les gens un peu mystiques, de se dire qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est la quête des philosophes. Euh, le phonème, le noumène, euh, voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière, voilà. Et je crois que le but de l'intelligence artificielle aussi, c'est par soustraction, prendre de plus en plus de place de l'humain pour se dire par soustraction, mais qu'est-ce qui lui reste à l'humain? Et c'est ce que j'explique dans l'un des chapitres. Il lui reste la sensibilité, l'inspiration, la capacité à créer, la capacité à aimer, euh, et mais pas aimer au sens cocher des cases à la Ouais, Tinder. non. Encore une fois, j'ai rien contre les réseaux, les sites de rencontres. J'ai plein d'amis qui se sont rencontrés comme ça, et tant que ça marche, c'est top. Mais je parle de l'amour ou la créativité au sens de quelque chose qu'on s'explique pas et qu'on s'explique pas, qui peut pas être déterministe. Quelque chose de la Parce qu'en passion, fait, quelque chose de quelque chose qui s'explique pas et qui fait la magie, qui fait que tu as les poils qui se dressent en écoutant un trompettiste, parce qu'il y met quelque chose de particulier. C'est pas juste de la technique, c'est pas juste des notes. Il met ses, comme il y a Johnny, j'y mets mes peines, j'y mets mes joies, j'y mets mes peines. C'est un peu l'essence de ça. C'est c'est l'idée d'amener quelque chose dessus d'autre qui nous touchera et quand bien même on saura jamais ce que c'est. Reconnaître l'importance de ça
a une importance pour le coup en regard de l'intelligence artificielle parce que ça peut permettre de ne jamais oublier qu'il y a tout un pan qu'il faut non seulement conserver, mais magnifier, valoriser, protéger, qui est le pan qui a trait à l'humain. Encore une fois, c'est quand même l'humain qui Ouais, fait tout ça. à Il la faut peut-être fin, pas c'est oublier l'humain. qu'il se tire une balle dans le pied, quoi. Mmh. C'est tellement passionnant tout ça. On Je sais pas, hein, c'est tes auditeurs qui le diront, hein. On est peut-être pour moi en tout complètement en cas train de délirer, pour hein. moi en tout cas pour moi en tout Euh, cas, c'est Moi, ça me fait marrer aussi, mais écoute, et c'est j'espère que vous infini. vous ennuyez pas trop C'est avec. infini, c'est pour ça que j'exhorte les gens à aller ensuite sur le blog parce que je crois que c'est là où tu es le plus actif. Tu écris, quand même, assez régulièrement et Là, je fais une petite pause simplement. Quand vous remarquez que pendant 3 mois, il n'y a pas d'article, c'est que je suis en train d'écrire un bouquin. Ce qui est le ah, cas, parce que du coup, c'est dur de faire les deux. Donc là, je sors un bouquin en septembre. ah, Et du coup, en ce moment, je suis pas actif sur le blog, mais ça va revenir. même, sans peut-être, spoiler peut-être le titre, est-ce qu'on peut savoir un peu de quoi ça va traiter? Oh non, tu peux spoiler le titre parce que, bon, spoil, hein, ça fait, OK. d'autres appelleront ça de la promotion, le spoiling. Donc, ça s'appelle Startup Story. Et donc, tu comprendras assez bien que je vais parler un peu de l'histoire de Talentsoft, de son tout début jusqu'à, alors sa fin, le terme est impropre, il n'y a pas de fin puisque Ça ça a été continue sur, racheté, mais jusqu'au rachat, mmh qui marque une étape en tout cas à laquelle, tu l'as rappelé tout à l'heure, l'entreprise en elle-même disparaît et devient un produit, une marque, mais il n'y a plus d'entreprise. Euh, et en fait, l'idée, c'est évidemment d'utiliser cette histoire pour raconter, faire passer des messages, partager des bonnes pratiques, partager beaucoup d'erreurs commises, mh. et de le faire toujours de la même façon, avec plein d'anecdotes sur l'histoire Talentsoft, évidemment, et puis aussi avec de la pop culture. Donc des exemples de groupes de rock, des exemples d'industrie cinématographique, de la Mmh. peinture. Donc je vais parler aussi bien des Clash que des impressionnistes ou de Steven Spielberg, comme des exemples, des métaphores. Voilà. On a hâte de suivre ça. Moi, je vais, sauter sur le prochain bouquin. Ce qui me plaît aussi, c'est, la façon ta façon d'écrire. J'adore ta façon d'écrire. J'aime bien quand, j'imagine, en tout cas, c'est ce que j'espère avec le prochain bouquin, que ça va garder un petit peu cette structure, où tu t'inclus un peu dans l'histoire et on n'a pas c'est pas chiant, en fait, ce que je m'excuse du terme, c'est pas tu C'est vois? gentil. Donc, c'est certes, c'est des trucs, hyper, intellectualisés, mais ça reste accessible, tu t'inclus à l'intérieur et on n'a pas l'impression de lire un manuel, tu vois, un peu, Ouais, qui t'explique juste des trucs, scientifiques, tu vois? au-delà, je peux pas te dire si le bouquin il sera bon ou pas, j'en ai aucune idée, j'espère, hein, mais je peux pas te le dire, si tant est que les autres l'aient été. Ce que je peux te dire, c'est que, en tout cas, je pense qu'il sera pas plus chiant que les autres, simplement parce que vu que je raconte l'histoire de Talentsoft et que je donne des anecdotes, je suis complètement dans l'eau et c'est même le premier où je crois j'utilise vraiment le pronom je assez souvent puisque là je vais raconter mon histoire quelque part aussi au sein de Talentsoft, ma vision, mon vécu, pour donner mes conseils. C'est très drôle si mes deux associés faisaient un bouquin probablement qui donnerait d'autres conseils, d'autres vécus, d'autres visions. C'est de C'est tout ton ce que point j'aime de dans vue les à toi, livres. quoi. Et ouais, c'est ça qui est magnifique avec les livres. C'est pour ça que c'est infini les possibilités. Et ça n'est jamais que ça, c'est une pensée, ma pensée, mon partage. Elle est ni juste ni fausse, je partage ça. Ce qu'il faut, c'est que je le fasse bien pour qu'elle restitue fidèlement ce que j'ai ressenti. Et puis l'idée de que ce soit pas chiant, c'est pour ça aussi que je mets pas mal de pop, parce que moi je m'ennuie assez vite quand je lis des manuels, Mmh. ça m'ennuie. Et il y en a qui sont magnifiquement faits et je serais incapable de faire ça en plus. Nice. Mais je suis incapable de le faire parce que si je suis incapable de le lire, et donc moi en fait j'ai envie de m'amuser en lisant un bouquin comme celui que j'écris. Si je me dis oh, ça m'amuserait pas du tout, je le fais pas. On attend ça avec impatience. On va peut-être ça sera l'occasion de passer une deuxième fois sur le podcast pour, Ah, donner écoute, envie aux tu gens. verras en fonction du retour de tes auditeurs entre le fait que tu te sois barré et qu'on ait déliré sur l'existence de Dieu. Si, ce qui te reste d'auditeurs, tu vois, s'ils ont envie de me revoir ou pas. Il y a déjà un titre, de bloqué pour ce bouquin ou c'est encore, Ouais, réfléchi? Startup Story, c'est Startup Store. l'histoire de la OK, startup. parfait, parfait. Ouais. Et en fait, ça fait référence à tous ces films, West Side Story, Fleet Story. Ah! J'aime Le clin bien d'œil. ces références-là, là, sauf que là, c'est Startup Story. Nice. Je te propose de revenir un peu, sur moi j'ai une conviction, hein, sur, la puissance de la culture, de, mmh, de
de ces secteurs qui sont pas, en tout cas de mon point de vue et dans l'écosystème dans lequel je vis, c'est pas très mis en avant la culture, la musique, qui, indirectement, même dans le business peut clairement inspirer, tu vois? Tu as dit que tu bien sûr. jouais, du piano. Heu, Moi, je pense qu'il y a un lien entre tous ces éléments-là et peut-être il y a aussi un fil conducteur avec ta propre expérience, ta propre vie. Je voulais qu'on prenne un peu, quelques minutes là avant la fin pour que tu me parles un petit peu de cette époque. Tu as dit au début que, tu rêvais pas forcément, d'être, docteur en informatique, c'était pas ça ta première passion. Tu étais quoi dans c'était en groupe de musique ou alors tu étais tout seul dans Non, j'avais un groupe, j'étais à l'époque, on parlait des ACI, des auteurs, compositeurs, interprètes, donc c'est ce que j'étais. Moi, j'avais toujours fait de la musique depuis que j'avais 12 ans et je composais, ce qui fait que je suis pas un très bon technicien parce que à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je l'utilisais pour composer une chanson ou une musique, plus que juste pour travailler la technique. mmh Et en fait, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient autour de ça. C'est d'abord que je prenais un plaisir inouï à jouer, à composer. mh. Que moi, comme la plupart des ados, j'étais pas très bien dans ma peau et euh, c'était vraiment c'était des béquilles pour moi. Mmh. C'était quand ça allait pas bien, la musique me soutenait vraiment littéralement, me donnait envie de sortir, d'aller de l'avant. Euh, quand je suis un grand timide, j'appelais une fille avant de prendre le téléphone. Je m'écoutais une musique pour me chauffer. Euh, Ça faisait tout ça. Et du coup, en fait, c'est marrant, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est un mix d'égoïsme et, euh, et d'altruisme. C'est un mix, il y a beaucoup d'égoïsme aussi. C'est-à-dire que je prends toujours un immense plaisir à faire ce que je fais, mais l'une de mes motivations dans ce que je fais, c'est que les autres prennent aussi du plaisir. La musique, c'était la façon dont j'avais envie de contribuer. Euh, Quand j'ai fait Patron Produit, je l'ai fait à ma sauce. Mmh. Et j'ai fait d'une façon où j'avais envie que, bah, en fait, quand on se quittait avec les gens, ils aient passé un bon moment. C'est con à dire, hein, mais je suis persuadé, d'ailleurs, c'est un des chapitres de mon livre, Mmh. faut pas minimiser le fait que les gens au travail, ils n'ont pas envie de s'emmerder, ils n'ont pas envie que leur vie soit plus misérable. Quand tu rentres dans une pièce et qu'ils se disent, ah, je suis content de le voir, et quand tu repars, ils disent, on a fait une bonne réunion, c'était sympa, ça vaut quelque Ouais, chose. c'est kiffant. Euh, et du coup, c'est pareil pour les livres, on en parlait à l'instant, c'est pour ça que je mets des exemples aussi, que ça touche. J'aime pas les choses élitistes. Je trouve que l'élitisme, c'est une forme de violence, parce que c'est l'exclusion de beaucoup de gens. Donc j'aime bien la pop culture, je la revendique vraiment, cette culture populaire. Il se trouve que durant mes études, j'ai dû me taper des centaines de bouquins ultra académiques. Si je dois faire le malin dans un dîner parisien en citant Hegel ou Kant, je pourrais vaguement le faire. Euh, Mais pour parler à quoi? Deux personnes et demie? Pour faire quoi? Pour dire que je suis super intelligent, que je connais des gros auteurs? C'est pas du tout ma définition d'intelligence. Et en tout cas, c'est pas du tout ma définition du partage. Donc l'idée, pour revenir à ce que tu disais, c'était la musique pour moi, c'était un truc ultra universel qui touchait au cœur, qui pouvait faire du bien aux gens. Donc c'est un langage universel. Et le cinéma, je l'aime autant pour ça. Le cinéma, je pense qu'un film peut changer le cours d'une vie. C'est vrai. Vraiment, parce que tu peux avoir une prise de conscience, tu peux avoir les reveals, tu sais, les eureka des bandes dessinées. Donc, moi, je crois qu'en fait, c'est pour ça que je dis souvent aux gamins dans des confs ou qui me posent des questions, ne te focalise pas trop sur le métier. C'est un peu une connerie ce truc de métier. À 18 ans, t'imagines un conseiller d'orientation complètement paumé va passer 2 fois 30 minutes avec toi au lycée pour t'aider à choisir ton métier. Mais comment tu veux que ça marche? C'est impossible, tu sais même pas ce que tu veux. C'est très rare les gens à 18 ans, même quand ils ont des idées assez claires sur qui ils sont, sur ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je leur dis souvent, comment t'es heureux en fait? T'es heureux en faisant quoi? T'es heureux Déjà, il dans faut se quelle poser la situation? question, c'est tellement c'est pas spontané de se poser la question, «Qu'est-ce qui me rend heureux?» tu vois? Moi, je te cache pas que c'est après peut-être, plus de peut-être à 25 ans que je me pose généralement tu subis quand on te dit: «Tu as le bac, fais ci, tu as le ci, tu as truc, fais» donc tu Ouais, exécutes, tu pas le temps de latence. Par exemple, j'ai fait une interview avec Anthony Bourbon. Lui, à 17 ans, 17-18 ans, il s'est retrouvé à la rue. Bah, il lui dit que c'est la meilleure chose qui lui est arrivée parce que contrairement à d'autres jeunes qui, soit ils sont en école, soit ils sont chez McDo en train de bosser, lui, il avait un temps où il y avait rien.
Donc, il avait le temps de penser: «Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Mmh, Qu'est-ce qui me rend heureux?» C'est mmh. tellement improbable. C'est le vide créatif. Alors ce vide, il l'a vécu à la dure Ouais. et il s'en est bien sorti. Et aujourd'hui, c'est une de ses forces, un de ses moteurs. Ce vide créatif, il faut le créer, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Donc, de toute façon, quand tu laisses de la place, ça va être rempli Ouais. par quelque chose. Quelque chose va Mais t'être on n'est pas imposé. éduqué comme ça. Ouais. On n'est pas éduqué comme ça. Alors, tu as laissé la place aux bonnes choses d'arriver et tu as laissé la place à l'inéluctable d'arriver. Donc, il faut savoir faire le Mmh. tri. Donc, ça c'est plutôt le bouquin unique. Tu me fais la promo de tous mes bouquins, toi, Ouais, t'es génial. unique, tu dis, C'est ouais. le Ouais, unique, j'ai vu. celui d'avant, celui d'après. Mais merci beaucoup. C'est très sympa, Guy. Donc, non, plus sérieusement, moi, je crois qu'en fait, l'enjeu, c'est plutôt d'essayer de t'apprendre à te connaître. L'école doit servir qu'à ça pour moi. Si à la sortie de l'école, tu sais qui tu es, tu sauras assez naturellement comment tu es heureux ou pas, et ça va assez naturellement t'amener à comprendre ce qu'il faut que tu fasses ou que tu fasses pas. Et moi, quand je disais souvent en rigolant dans les conférences, j'étais Chief Product Officer. D'abord, je savais pas ce que c'était quand j'étais petit. Ensuite, si tu trouves un fou, parce que ce sera un enfant fou qui va être Chief Product Officer quand il est grand, tu m'appelles. Il va être pompier, il va être rappeur, footballeur, couturière chez Dior, chirurgienne. Mais elle ou il veut pas être Chief Product Officer, quoi. Donc, faut arrêter. Est-ce que Donc, en fait, je me suis retrouvé à un job que je savais pas ce que c'était, que j'ai jamais spécialement voulu faire, parce que je savais même pas ce que c'était. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai rempli ce job de comment il me rendrait heureux, hein, dynamique égoïste, comme je te l'ai toujours Mmh. dit, faut pas se mentir. Et deux, dynamique altruiste, comment il peut apporter quelque chose aux autres. Et je pense que il faut un bon équilibre. Être un sale égoïste qui se fout des autres, ça se peut pas. Et moi, je suis pas l'abbé Pierre, donc ne vivre que pour l'altruisme en m'effaçant complètement, c'est peut-être plus une quête, un but à la limite, mais c'est pas moi aujourd'hui, c'est pas comme ça. Par contre, être un peu plus altruiste demain qu'aujourd'hui, et un peu moins égoïste demain qu'aujourd'hui, ouais, ça me chauffe. Ouais. Tu Mais dû ça, choisir à c'est le l'époque? travail d'une. T'as dû choisir à l'époque? Tu aurais pu avoir une carrière, Non, musicale. Est-ce que tu étais confronté ou ça t'a été non, imposé? j'aurais adoré. Et si j'avais dû choisir, que t'entendrais mes titres aujourd'hui, j'aurais choisi la musique. C'est pour ça que je dis souvent en rigolant, et les gens disent oh mais non, et tu sais, ils sont tous gentils avec toi, précautionneux, ils te font un câlin, mais justement je suis un musicien raté, et je le dis avec un grand sourire parce Musicien que raté. j'aurais aimé vivre de ma musique, parce que vraiment ça me rendait et ça me rend très heureux parce que je continue d'en faire. Euh, la seule chose, c'est que bah, la vie à un moment donné te dit toi, c'est pas par là. Et puis la réalité, c'est qu'il y a tellement de gens plus talentueux que moi que finalement, aujourd'hui, je me l'explique assez bien aussi. Euh, un directeur artistique m'avait dit une chose terrible. Il m'avait dit, c'est mieux que 90% de ce que j'entends, mais c'est pas dans les 5% que je signe. Oh, Tu sais, quand t'entends ça, ça pique quand même. ça pique, ouais. Ça pique. T'es le joyeux quatrième du podium, tu seras C'est presque en comme le truc photo et il n'y a pas de place pour de toi. Senna là, le pilote de course là, qui dit que le 2e c'est le 1er à échouer, un truc comme ça quoi. Le Celui qui vient en Ouais, deuxième bah voilà, position, c'est c'est terrible. C'est le premier de ceux qui ont échoué, ouais. Donc voilà, pour dire que j'ai pas eu le choix. Donc, par contre, le choix que j'ai eu, c'est de me trahir ou de pas lâcher. Et en fait, étonnamment, pour 99% des gens, en regardant le fait que je suis devenu patron de produit, entrepreneur, et bah, il a lâché, il a arrêté la musique. Et factuellement, j'ai lâché l'idée de vivre de ma musique. Par contre, si je regarde bien ce qui me motivait dans le fait d'être musicien, d'avoir une vraie liberté, une vraie capacité de partager, de donner des choses aux gens, mais de partager des choses avec des gens, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'évoluer avec son groupe. Tu sais, on est tous. Moi, j'avais en tout cas le fantasme de la vie dans un bus avec mon groupe à aller ouais. partager des choses avec les gens tous les soirs. Euh, bah, en fait, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu peux le faire, hein, Tu arrives encore parce tu que tu arrives à le vis faire grâce pour aux le autres. kiff de temps en temps ou c'est mort? Oui, 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 j'arrive à le faire de temps en temps, mais
Tu veux que je te dise, le pire, c'est que ça me manque même pas du tout. Ah ouais, Parce que, c'était une étape. parce que c'est même pas que c'est une étape, c'est que, pour ça que je reviens sur l'idée du métier qui est pas si important, de ce que tu fais qui est pas si important. Il faut que tu te retrouves dans une situation où tu peux être la personne que tu veux être. Et en fait, il y a beaucoup plus de situations où tu peux être qui tu veux, euh, quel que soit ce que tu fais. C'est incroyable, mais je l'ai découvert, hein. En tout cas, c'est une des leçons de ma vie, euh, que je te partage très modestement aujourd'hui, parce que peut-être que ça ne s'applique qu'à moi, et que ce que je dis est faux, mais ça marche pour moi. Ouais, mais il y a un C'est-à-dire vrai qu'en fait, message derrière de travail sur soi et de ju à minima, apprendre à se connaître, même si c'est un travail, de toute une vie, mais apprendre à se connaître et ainsi tu peux identifier, heu les éléments qui te permettent, de kiffer ta vie, quel que d'être soit où bien. tu te trouves, quoi. Et je pense franchement que tu peux être bien dans plein d'endroits dans le monde, dans plein de métiers, avec plein de gens, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe où, pas en faisant n'importe quoi. Voilà, il y a un tri. Il faut faire un tri. C'est ça, apprendre à se connaître. Yes. C'est de savoir que tu es mieux plutôt par là que par là. Et vraiment, et j'insiste là-dessus parce que c'est ultra important, sans jamais mépriser ce qui se passe à droite où tu vas pas, parce que c'est juste pas pour toi. Mais c'est pas bien, c'est juste pas pour toi. Donc moi souvent je dis je ferai jamais comptable. Est-ce que j'ai quelque chose contre les Pas du comptables? tout. Non. Est-ce que je pense que c'est pas un chouette métier? Non. Est-ce que je pense qu'il en faut pas? Non. Je pense juste que c'est pas du tout pour moi parce que les qualités requises, la vie d'un comptable n'est pas la mienne. Euh, Par contre, est-ce que je serais capable malgré tout d'être comptable et de transformer ça pour que je kiffe? Bah en fait, tu veux que je te dise, tu vois, même en te disant ça, je me dis c'est con parce que peut-être je kifferais. La question, c'est que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas assez de place pour moi pour être qui je veux. Mais en fait, vu que j'ai jamais été, en fait, j'en sais Bah, rien. justement. Donc tu vois, même là, je viens de peut-être te dire une connerie. C'est en fait, voilà, tu sais pas vraiment avant d'avoir essayé. Donc, on a beaucoup d'a priori. Je viens d'en faire l'exemple. Mmh. En fait, même j'en sais rien. En réfléchissant un peu, je crois que ça dépend beaucoup aussi de qui tu le fais et comment tu es bien dans tes pompes au moment où tu le fais, je crois, finalement. Yes. Non, moi, j'ai quelques questions que je pose à la fin, là, vu qu'on est à la Ouais, bourre. Mais je sais pas si tu penses que tu peux brosser rapidement. Je sais que tu es aussi administrateur vas-y. de villa, Villa by Paris Pionnière. Ça Ouais. te dit de dire un mot là-dessus, brièvement, avant qu'on aille sur les questions rapides? Ouais, bah, écoute, très, très simplement, l'une des personnes, si ce n'est fondatrice, en tout cas les plus actives actuellement, parce que je sais plus si elle était fondatrice ou pas, Marie-Virginie Klein, avec qui je travaillais dans le cadre de Talentsoft, Mmh. m'invite un jour à rencontrer la fondatrice, à discuter avec elle de la possibilité d'intégrer euh, ce, ce comité, ce club, cette association Mmh. euh, de femmes qui aident les femmes dans la tech. Alors elles ont, moi je considère que c'est vraiment l'ouverture et une forme d'intelligence d'appeler des hommes, parce que, à mon avis, bah, si tu veux justement plus d'égalité, ça commence par le fait de ne pas recréer, entre guillemets, une forme de discrimination dans l'autre sens, Mmh. qui est souvent nécessaire, hein. C'est pour ça je me garderais bien de dire c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, moi, ça me plaît. Ouais. J'avais fait déjà plusieurs conférences dans des conventions qui réunissaient quasiment exclusivement des femmes et qui m'avaient invité pour parler du leadership au féminin. Alors que je suis un homme. Mais justement, c'est intéressant de dire aussi, en tant qu'homme, toutes les raisons pour lesquelles c'est compliqué pour elles, et je vais peut-être en faire la démonstration, tu vois. Et donc là, elles m'ont gentiment proposé d'intégrer euh, cette association en tant qu'administrateur, avec, en tout cas, en ce qui me concerne, la ferme volonté de réparer une anomalie absolue aujourd'hui, qui est que dans la tech, il y a très peu de femmes. Je pense que c'est alors d'abord, il y a beaucoup, et là c'est mon ami Mickaël Landrieux qui en parlera beaucoup mieux que moi, Mmh. il y a un problème dans l'imaginaire collectif. Voilà, les garçons ils sont bleus, les filles elles sont roses, les garçons ils plantent des clous, les filles elles jouent à la poupée. Bon bah tu vois, j'ai un t-shirt rose, si j'ai demain un garçon et qu'il veut jouer à la poupée, bah, je dirais bah, si ça t'éclate, joue à la poupée, et si la fille veut jouer au foot, je dirais va faire du foot. Je pense qu'il est vraiment temps de sortir de ces conneries-là, et en l'occurrence, dans la tech, je pense que des femmes peuvent s'épanouir.
largement et faire un travail peut-être encore bien meilleur. Euh, Par contre, il faut que ça se sache, il faut qu'on crée des environnements accueillants. Et c'est pas que L'égalité des de quotas. chance, quoi, qu'à la base, qu'on est. Voilà. Et ça, c'est vraiment dès le début, mais aussi, tu vois, c'est pour ça que même chose, je suis très vigilant sur le discours t'es pour ou contre les quotas. C'est très C'est compliqué hyper complexe. pour J'ai moi eu de la répondre. discussion aussi avec Anthony Bourbon et je suis tellement, j'arrive même pas à dire si je suis pour ou si je suis contre, en ce sens que ça manque de rôle modèle. Dans en même temps, tu as peur d'avoir des gens qui sont pas, qui sont peut-être bonnes, mais pas aussi bonnes que les meilleurs qu'on devait prendre. Mais il faut des rôles modèles aussi. Wow. Peut-être si j'ai jamais vu un noir Ouais, ou une femme, ou bien je vais avoir l'impression que non, c'est pas pour nous, tu vois. C'est très complexe. Moi, j'arrive pas à me retrouver là, quoi. ouais. T'as raison. Moi, ce que je peux juste te dire là-dessus, qui est lié à notre discussion, c'est que d'un côté, si tu mets pas de quotas, bah, on sait à peu près ce qui arrive. C'est-à-dire souvent pas grand-chose. Et de l'autre, dès que tu mets les quotas, toujours ce risque que tu viens d'évoquer, qu'on prenne pas quelqu'un pour la bonne raison. Moi, à la fin de la journée, ce que je fais, c'est que je peux modestement contribuer à une réflexion consistant à dire comment créer un environnement dans la technologie favorable à l'éclosion des talents au féminin. Point barre. Et ça commence par sortir de la culture patriarcale, sortir du machisme, qui est un machisme qui est Inconscient. quasiment, quand tu es inconscient, parce que moi j'étais fou de Belmondo, et je suis toujours fou de Belmondo. Mais quand je regarde les films de Belmondo des années 70, c'est chaud, quoi. Ça Non, ça pourrait plus passe sortir pas, ça aujourd'hui. passe pas. C'est raciste, c'est Ouais, mais c'est c'était l'époque, discriminant. c'était le Mais contexte. c'était une Ouais. époque, voilà. Et donc ça sert à rien de dire c'est dégueulasse. C'était différent. Par contre, aujourd'hui, si je vois quelqu'un dans mon entreprise qui fait bébelle dans le guignolo, qui sort une blague raciste à côté d'une femme noire avec laquelle il est au lit, après qui va enchaîner sur une, je vais lui dire ça, il n'y a pas de ça à la maison, quoi. Donc en fait, et d'ailleurs comme je dirais à mon enfant, il y a beaucoup de similitudes ici entre la parentalité et l'entrepreneuriat. Donc oui, là c'est ça, c'est créer, ramener plus de chance, donner plus d'envie, donner plus confiance. Il y a énormément une notion de confiance. Et voilà, c'est chouette. Moi, je suis content aujourd'hui de, très modestement, de voici le démarrage pour moi. Je m'excuse à chaque fois d'être là en disant j'espère que je vous serai utile. Mais en tout cas, j'essaierai de tout mon cœur d'être aussi utile que Elles ont possible. fait appel à toi, donc je pense qu'elles sont plutôt très contentes, quoi. L'avenir nous le dira. Parfait. Donc on va rapidement sur les questions de fin, ensuite je te libère. Alex, comment est-ce que tu progresses? Ah bah alors là, je peux te répondre très simplement. D'abord, je ne sais pas si je progresse ou pas. Je peux te dire comment je fais pour essayer de progresser. Mmh. Euh, Dès que j'ai envie euh, de faire quelque chose, je me lance, sans jamais me dire c'est trop tard, ah, dommage, je vais être nul. Je suis dur et cool avec moi. Dur parce que je crois rarement ce que je fais bien, mais cool parce que je sais qu'il ne faut pas juger ce que tu fais. Si tu juges toutes les 2 secondes ce que tu fais, tu ne peux pas progresser parce que forcément au début c'est nul. Alors si tu n'acceptes pas que ce soit nul, il ne se passera rien. Et donc, en général, j'arrive à progresser dans un domaine parce que j'ai choisi ce domaine et je veux y consacrer du temps. Et j'ai l'humilité d'accepter d'être nul pendant longtemps avec une super grosse envie de plus l'être. Et ce mélange-là fait qu'à la fin, ça produit un truc qui est mon seul petit talent en fait. Parce que malheureusement, je ne fais pas partie du club des génies où moi je travaille. Finalement, je travaille. Je passe des heures à essayer de m'améliorer, à faire quelque chose. Et je crois l'humilité de demander à n'importe qui, blanc, jaune, vert, petit, grand, vieux, quiconque, je pense, peut m'apporter quelque chose, moi je prends. Voilà. Et donc, et c'est cool, parce que tu parles avec plein de gens, tu rencontres plein de gens, et il y a plein de mauvais conseils, plein de bons conseils, et c'est souvent l'avenir qui t'aide à faire le tri, quoi. Clairement. Est-ce que tu as de gros regrets? Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein. Je pense que les gens qui disent qu'ils n'ont pas. C'est une lecture du jeu, on va dire. Moi, dans ma lecture du jeu, j'en ai plein, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de comportements que je ne reproduirai plus. Sauf que c'est là où s'arrête le fait de regretter. Je le dis aujourd'hui parce que je les ai eus. Ouais, parce que c'est Et c'est parce que ça me rend triste de me dire, ah, c'est trop bête. Si seulement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui je les ai plus. Mais en fait, ils étaient nécessaires, puisque
S'il n'y avait pas eu ça, bah, par essence, j'aurais pas progressé pour revenir à ta question précédente. Donc, j'ai envie de te dire, j'en ai plein dans le cadre. Il y a plein de choses que je ferais différemment. Et j'en ai aucun parce que je sais que tout ce que j'ai vécu était nécessaire pour m'amener à où je suis aujourd'hui. Désolé pour cette réponse, mais c'est dur. Les deux sont vrais. C'est tout à ton honneur. Et c'est quoi ta plus grande fierté? Euh, Écoute, c'est pareil, je suis désolé pour peut-être la pauvreté de cette réponse, mais je sais pas, je sais pas. Donc c'est un vrai je sais pas. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se baladent sur la planète, euh, à qui j'ai fait du mal en 47 ans, ou à minima peuvent dire il s'est mal comporté avec moi. Si je suis ultra honnête, je pense que malheureusement, je pense que c'est probablement dans le domaine amoureux où j'ai pas toujours été impeccable parce que je pense que c'est pas le domaine le plus facile à l'être et surtout à en avoir conscience sur le moment. Donc là, j'ai plein de regrets dans ce domaine-là pour le coup. Mais je crois globalement que j'essaye de bien me comporter avec les gens. Et si j'ai une petite fierté, c'est de me dire si j'ai pu aider quelques personnes à faire un pas supplémentaire juste parce que j'aime bien les gens et que si je peux faire quelque chose pour quelqu'un en général, j'essaye de le faire, sachant qu'évidemment, je dis non à plein de gens parce que c'est une question de temps. C'est quand même une petite fierté de dire j'ai pas été trop dégueulasse et j'ai peut-être aidé deux, trois personnes. Ça se situera là-dessus. Nice. Tu peux nous donner, ton top 3 de bouquins que tu recommanderais, à part Génération IA, Unique et aussi, Startup, Non, non, je te citerai pas mes Story? bouquins, sois tranquille, il y a peu de chance. Écoute, je vais pas réfléchir. Je vais te dire spontanément, il y a un livre qui a changé ma vie pro, c'est Le Dilemme de l'innovateur. Voilà, Ah, ce c'est qui livre a l'auteur? On changé va ma vie mettre ça en professionnelle. description. Alors, je sais même plus, hein, j'avais Le pas dilemme préparé de la l'in non, il y a question pas de et souci. j'ai une piètre. Je me souviens des titres, je me souviens très peu des auteurs. Et c'est en gros une star en plus de domaine de l'innovation. Désolé pour cette inculture pour le coup, mais là j'ai un trou de mémoire. Donc c'est le dilemme de l'innovateur. Et à la limite, si on vous donne vraiment 4 secondes, je te le donne tout de suite parce que c'est ultra connu. Le dilemme de l'innovateur, voilà, c'est de Clayton Christensen. Nice, on va mettre Comme ça en ça, je peux quand même description. répondre à ta question. Merci. Voilà. Euh, Après, je serais tenté aussi de te dire L'étranger de Camus, parce que Mmh. c'est un livre qui m'a touché très très jeune, vraiment très jeune. Euh, et je sais pas, c'est un livre qui m'a vraiment, c'est l'un de mes livres préférés, Mmh. qui pose énormément de questions extrêmement contemporaines aussi, et qui d'ailleurs m'a inspiré pour la première fiction que j'ai écrite. Euh, il y a une inspiration vraiment qui vient de L'étranger de Camus. Mmh. Et puis, je serais aussi tenté euh, de te citer un livre d'Eckhart probablement. Euh, euh, Le pouvoir du moment présent ou l'art du calme intérieur. Parce que finalement, je me rends compte sans avoir trop réfléchi ce qu'on n'a pas préparé. Mmh. Ce livre-là me permet dans la vie d'être un peu plus présent et donc d'être plus avec les autres et plus avec moi-même. Le dilemme de l'innovateur me donne des moyens pour essayer d'entreprendre ce dont je rêve. Et puis L'étranger de Camus euh, est vraiment pour moi le marqueur de à quel point un livre à un moment donné peut te marquer, à quel point il peut te faire réfléchir, il peut t'émouvoir. Et à ce titre-là, j'aurais pu te citer Les Mains sales de Sartre, parce que quand je pense aux notions de bien et de mal, je repense toujours à ce livre qui est extrêmement bien fait et qui montre la complexité de l'humain. Il y a toujours un lien Et avec donc l'intelligence voilà, artificielle, en fait. Ouais, c'est écoute, philosophique c'est et peut-être la pourtant bonne nouvelle. C'est peut-être la bonne ça a nouvelle. l'air paradoxal à distance. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas sûr que je fasse beaucoup de choses dans ma vie qui ne soient pas mues par l'unique obsession de savoir à quoi tout ça sert et comment mener sa vie et pas celle d'un autre. C'est mon obsession. Moi. Je suis désolé. Ouais. Je suis vraiment monomaniaque. Est-ce que tu aurais, un dernier mot pour, cette génération, quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Oui, c'est que finalement, mon mot, c'est presque
une demande, un service, c'est que quelle que soit la situation face à laquelle on est confronté, l'état de la planète et tout ce qu'on peut entendre de c'est trop tard, c'est ceci, c'est cela, selon moi, on n'a rien de mieux à faire, même si on a l'impression que tout est perdu, quand même, d'essayer de faire un petit quelque chose pour améliorer la situation, parce que ne rien faire, pour moi, est inacceptable et à minima, ça n'a aucun sens de vivre en ne tentant pas quelque chose. Donc, mon feeling, c'est que quand on se tente ce quelque chose, si tout le monde tentait ce quelque chose, je pense que la planète serait pas dans le même état. Nice. Alex, c'est quoi? On te contacte comment? Par mail? En fait, j'ai mon blog alexpachulski.com. Mmh. Il y a un nous contacter dessus. LinkedIn, les gens trouvent assez bien le chemin. Donc voilà, via LinkedIn, via mon blog, je suis assez réactif. Parfait. Écoute Mais Alex, tout, et je t'ai cité ça, oh mais désolé, Insta, Twitter, Facebook, tous les médias sociaux, ça marche aussi, hein. on va mettre les liens en description d'épisode. Alex, ce podcast s'appelle Débrouillard. Alors pour toi, c'est quoi un débrouillard? C'est quelqu'un qui arrive à faire le maximum avec très peu. Nice. Merci Alex. Je rappelle encore une fois, Merci à toi, Guy. Génération IA disponible sur Amazon. On va mettre les liens en description et aussi Unique, que j'ai pas encore lu, mais que je vais lire. Et le prochain bouquin qui arrive bientôt en septembre, Startup Story. C'est ça? Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ton podcast, Guy. En tout cas, permets-moi de te dire qu'il est singulier, que j'ai adoré cet échange, adoré la spontanéité avec laquelle tu poses ces questions. Et comme toujours, avec les gens un peu candides et spontanés, ils étaient très smart, tes questions. Donc, c'est un super moment. Vraiment, merci. Merci à toi. À très vite. À la prochaine.